Sortez de ma voiture, vieux fou bon à rien. La voie glaciale transperçait la pluie battante alors qu'un homme âgé s'effondrait sur le bord d'une route déserte au nord de Chicago. Des voitures de luxe passaient à toute vitesse. Aucune ne s'arrêtait. La vie du vieil homme s'éteignait à chaque seconde qui passait. Seule une serveuse qui venait de terminer son service de 12, épuisée, criblée de dettes, remarqua que l'homme était à l'article de la mort. Elle fut confrontée à un choix brutal. Partir en voiture pour se mettre en sécurité ou s'arrêter pour sauver un inconnu. Elle ne savait pas que l'homme gisant dans la boue était le père du parrain de la mafia le plus redouté de Chicago. Et la femme qui l'avait jeté dehors était sur le point de la faire accuser d'enlèvement. La décision qu'elle prit cette nuit pluvieuse déclencha une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Peu de temps après, un parrain de la mafia était à genoux devant elle. Ne manquez pas la suite. Si cette histoire vous a donné des frissons, cliquez sur j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui croit en la bonté. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune autre histoire où la justice arrive peut-être tard, mais où la bonté n'est jamais gaspillée. À bientôt pour la suite. Sortez de la voiture immédiatement, vieille relique inutile. La voix glaciale de Camille Ashford déchira la pluie nocturne, résonnant depuis l'intérieur de la Porsche rouge garée sur le bord d'une route déserte près des zones industrielles abandonnées du nord de la ville. La portière côté passager s'ouvrit brusquement et une violente poussée depuis l'intérieur fit tomber M. Edmund Kensington. Un bruit sourd retentit lorsqu'il heurta le trottoir mouillé. Aucune pitié, aucune hésitation. Edmund tomba dans une flaque d'eau sale dans un grand splash. Il n'y eut aucune pitié, seulement le bruit sec et brutal de son corps émacié frappant l'asphalte mouillé, une douleur qui lui transperça l'âme. De la boue éclaboussa ses cheveux blancs. De la boue éclaboussa ses cheveux blancs comme neige, maculant son visage ridé par la panique et le vertige. « Camille, mon enfant, ne fais pas ça. » Il tendit la main vers la portière avec sa main osseuse, sa voix faible noyée par le bruit de la pluie battante. La femme au volant, Camille Ashford, se pencha par-dessus le siège passager. Son beau visage, soigneusement maquillé, était maintenant déformé par le mépris et la fureur. Ses yeux perçants le regardaient comme s'il n'était qu'un déchet à jeter. Elle arracha la canne d'ébène du sol de la voiture et la jeta avec force. La canne heurta l'asphalte. Elle vola, frappa le trottoir, rebondit, puis roula à quelques mètres d'Edmund, immobile sous la pluie comme son propriétaire. Trouve toi-même le chemin de la maison, ou mieux encore, disparais pour de bon et cesse de m'ennuyer. Camille retroussa les lèvres, son sourire plus froid que le vent nocturne, puis ajouta d'une voix qui ne cachait pas son dégoût. « Ne te mêle plus jamais de ma vie. » Boum! La porte claqua, coupant tout espoir. Le moteur rugit comme une bête et la voiture de sport bondit en avant, les pneus patinant, projetant une gerbe d'eau boueuse directement au visage du vieil homme étendu sur le sol, puis disparaissant dans le néant. Les feux arrière rouges dessinèrent une longue traînée dans son champ de vision, puis s'estompèrent, puis disparurent rapidement dans la nuit noire. Le silence revint, terrifiant. Seule la pluie subsistait. Tap, tap, froid. Un froid glacial s'infiltrait à travers la fine soie, s'enfonçant jusqu'à la moelle. Edmund se recroquevilla sur lui-même, tremblant de manière incontrôlable, les dents claquant avec un bruit effrayant. Dans sa tête, il n'y avait qu'un épais brouillard, le chaos, des fragments. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Qui était cet homme? Si cruel qu'elle pouvait faire cela sans ciller. Le nom Camille résonnait en lui, familier, mais porteur d'une vague terreur qu'il ne pouvait expliquer. Il essaya de s'appuyer sur ses paumes pour se relever sur la route glissante. Ses doigts agrippaient l'asphalte rugueux, la sensation était comme celle d'être déchiré, mais ses vieilles jambes le trahirent. Ses genoux fléchirent, glissant dans la boue molle. Il s'effondra une fois de plus, le visage en premier dans la boue. La pluie fouettait son visage, piquant ses yeux embrumés, les larmes se mélangeant à l'eau de pluie, salée sur ses lèvres. Une berline de luxe passa à toute vitesse, ses phares balayant son corps pendant un instant avant de disparaître. Personne ne s'arrêta. Dans cette banlieue riche de Chicago, la compassion semblait être un luxe que personne ne voulait s'offrir. Ou peut-être pensait-il qu'il n'était qu'un déchet, un ivrogne, quelque chose qui ne valait pas la peine de salir l'intérieur de leur voiture. Edmund ouvrit la bouche et tenta d'appeler à l'aide. « Aidez-moi, que quelqu'un m'aide. » Mais sa gorge était sèche. Seuls des sons étouffés sortaient, son appel désespéré se dissolvant dans la pluie, comme s'il n'avait jamais existé. Une peur primitive s'empara de lui. Le sentiment d'un enfant abandonné dans une forêt profonde, entouré par l'obscurité et le danger, le désespoir, la solitude.
Non loin de là, deux faibles lumières jaunes approchaient. Lentement, Belle Harper plissa les yeux à travers le pare-brise embué. Les essuie-glaces de sa vieille camionnette émettaient un crissement rythmique et agonisant, comme s'ils allaient rendre l'âme à tout moment. Grincement. Belle poussa un long soupir et s'enfonça dans le siège conducteur usé. 12 heures. 12 heures à servir les tables, à porter des assiettes, à baisser la tête, à afficher un sourire crispé devant la fourchette dorée. Ses jambes étaient engourdies, comme si des pierres y avaient été attachées, et l'odeur de graisse, de restes de nourriture et de fumée de cuisine s'accrochait à son uniforme, à ses cheveux, à chaque pore de sa peau. Tout ce qu'elle voulait à présent, c'était rentrer chez elle, dans son petit appartement humide, le seul endroit qu'elle avait au monde, se glisser dans son lit, dormir et serrer Tommy, son petit frère, dans ses bras. Mais ses phares venaient d'éclairer quelque chose sur le bord de la route. Un tas de tissus ou un animal blessé. Belle ralentit, plissant davantage les yeux. Son cœur se serra. C'était une personne, un vieil homme, recroquevillé et tremblant, essayant de ramper centimètre par centimètre vers un lampadaire comme un ver sans défense. La logique prit immédiatement le dessus. « Continue, Belle. Tu es épuisé. Tu n'as pas d'argent. Tu croules sous les dettes. Ne te mets pas dans le pétrin. » Son pied appuya légèrement sur l'accélérateur. Le camion glissa un peu plus loin, mais l'image de ses épaules frêles et tremblant de manière incontrôlable la frappa en plein cœur. Cela ressemblait trop à lui, trop à son père dans ses derniers jours. Seul et faible, sa conscience hurla, couvrant le bruit de la pluie, couvrant la fatigue, couvrant la peur de l'argent. « Merde !» jura Belle entre ses dents, puis elle enfonça la pédale de frein. Le pick-up glissa légèrement sur la route mouillée et s'arrêta au bord du trottoir, juste à côté du vieil homme. Clic. Belle ouvrit la portière et se précipita sous la pluie battante. Le vent froid lui fouetta le visage, mais elle s'en moquait. Ses chaussures en toile usée furent instantanément trempées. Elle courut vers le vieil homme. « Monsieur, vous allez bien? » Belle s'agenouilla dans la boue, les deux mains sur ses épaules. Edmond tressaillit et leva ses yeux ternes, troubles et vides pour fixer l'inconnu. Son corps était raide de froid, sa peau pâle comme si la vie l'avait déjà quitté. Sa main osseuse, glacée au toucher, agrippa le bras de Belle, s'y accrochant comme un homme qui se noie s'accroche à un morceau de bois. « Froid, tellement froid, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Ils m'ont abandonné. Je ne me souviens plus du chemin pour rentrer chez moi. » Belle regarda l'état pitoyable dans lequel il se trouvait. Son pyjama en soie déchiré, la boue qui maculait son visage et ses yeux, les yeux d'un faon perdu. Son cœur se remplit d'une compassion infinie et douloureuse. « N'ayez pas peur. Je suis là maintenant. Tu t'es fait mal en tombant? » Sans hésiter une seconde, elle ôta sa veste de travail épaisse et la posa sur ses épaules, le protégeant ainsi des aiguilles de la pluie glaciale. La dernière chaleur de son corps sembla le calmer un peu. « Tiens, bon, je vais te mettre dans mon camion tout de suite. On ne peut pas te laisser rattraper quelque chose de grave. » Belle éleva la voix pour couvrir le bruit de la pluie, ses propres mots tremblants, alors que le froid soudain l'envahissait, alors qu'elle n'avait plus qu'une fine chemise. Elle glissa son bras sous le sien et rassembla toutes ses forces pour le soulever, lourd et glissant. Le vieil homme était léger comme une plume, à peine plus que peau et os, mais son impuissance faisait s'affaisser son corps. Belle serra les mâchoires et le redressa de force. Alors qu'elle le guidait vers l'avant, quelque chose tomba de la poche de son pyjama en soie trempée et atterrit dans la flaque d'eau à leurs pieds. Belle se baissa et le ramassa. Un mouchoir, même maculé de boue, dont la douceur fraîche de la soie révélait qu'il s'agissait d'un objet de grande valeur. Sous la faible lumière jaune du réverbère, elle se figea. Là, brodé de fils d'or scintillants, se trouvait le logo indubitable de la fourchette dorée, l'endroit même où elle travaillait, l'emblème doré de l'établissement qui l'employait, un endroit où une seule bouteille de vin coûtait plus cher que son loyer annuel. Qui était ce vieil homme? Pourquoi quelqu'un qui ressemblait à un vagabond sans domicile fixe possédait cela? L'avait-il trouvé? L'avait-il volé? Ou l'avait-il possédé autrefois? Un gémissement douloureux du vieil homme interrompit ses pensées. Ce n'était pas le moment de se poser des questions. Belle elle-même glissa soigneusement le mouchoir dans sa poche humide. « Allez, monsieur. »« Montez, » dit Belle doucement. Une main soutenant son dos, l'autre agrippant ses doigts gelés, la porte du pick-up grinça bruyamment en s'ouvrant. Belle aida Edmond à s'installer sur le siège passager, boucla sa ceinture de sécurité avec précaution et ferma la porte. Elle courut autour du véhicule, grimpa dans le siège conducteur, trempée de la tête aux pieds.
La première chose qu'elle fit fut de monter le chauffage à fond. Brum! Le ventilateur rugit, poussant lentement la chaleur, repoussant le froid dans la cabine exiguë. L'odeur de moisi des vieux sièges se mêlait à celle de la boue et de l'eau de pluie. Edmond était recroquevillé sur le siège, les deux mains agrippées à la veste de Belle, la tête baissée sur la poitrine, respirant bruyamment et haletant. Belle le regarda avec pitié et tendit la main pour écarter les mèches de cheveux argentés agglutinées sur son front. Il était brûlant. « Oh mon Dieu, tu as une forte fièvre, » murmura Belle, inquiète. « Je t'emmène chez moi. J'ai des médicaments contre la fièvre. Tommy, mon petit frère, a souvent de la fièvre. Je sais comment m'en occuper. » Soudain, Edmond sursauta comme s'il avait reçu une décharge électrique. Ses yeux s'écarquillèrent, ses pupilles dilatées par la terreur. Il se tourna vers Belle, mais c'était comme s'il ne la voyait pas du tout, comme s'il regardait un fantôme, quelque chose d'horrible prenant forme à partir de souvenirs brisés. Il se jeta sur elle, sa main osseuse saisissant le poignet de Belle, ses ongles s'enfonçant profondément dans sa peau, lui causant une douleur aiguë. Son visage se tordit, déformé par une peur absolue. « ma belle-fille est un démon. » Il siffla entre ses dents serrées, sa voix ressemblant à une malédiction venue des ténèbres. « Elle veut me faire du mal. C'est un démon. Ne lui faites pas confiance. Ne lui faites jamais confiance. » Belle se figea, son cœur semblait s'être arrêté, son poignet lui faisait mal, mais elle n'osa pas se dégager. « Monsieur, que dites-vous? Qui veut vous faire du mal? » Mais Edmond ne répondit pas. La lueur de conscience dans ses yeux s'éteignit comme une bougie dans le vent. Son corps se relâcha, sa tête tomba sur l'épaule de Belle. Il s'évanouit, et Belle resta assise, raide, dans la cabine exiguë, tandis que la pluie nocturne rugissait et que la tempête hurlait derrière la vitre. Le mouchoir en soie brodé de fils d'or glissa de sa poche humide et tomba sur le plancher, immobile, tel un témoin silencieux du terrible secret qui venait d'être révélé. La tête d'Edmond pendait lourdement sur l'épaule de Belle, l'odeur de la boue et de la pluie humide lui piquant les narines. Belle retint son souffle et pressa ses doigts tremblants contre le cou du vieil homme. Un battement, un autre battement, un pouls, faible et fragile comme la flamme d'une lampe dans le vent, mais toujours là. Il était vivant. Belle poussa un soupir de soulagement tremblant, puis reposa délicatement sa tête contre le siège du pick-up, dont le rembourrage était usé. Elle essuya la sueur froide de son propre front, les mains encore tremblantes sous le choc de ce qu'il venait de dire. « Ma belle-fille veut me faire du mal. » La phrase flottait dans son esprit comme un fantôme, mais ce n'était pas le moment de l'analyser. Il avait besoin de chaleur à cet instant. Belle serra les mâchoires, passa la vitesse, et la vieille camionnette se remit en marche dans un bruit de ferraille, avançant à toute vitesse dans la nuit orageuse vers les rues des bidonvilles au sud de la ville. Clic! La porte en bois pourrie de l'appartement 402 s'ouvrit. Belle guida Edmond à l'intérieur. La pièce était minuscule. Les murs étaient recouverts de taches de peinture jaunie écaillées. L'odeur du désinfectant se mêlait à celle de la moisissure. Mais au moins, cela empêchait le vent d'entrer. Elle l'aida à s'allonger sur le seul lit simple de la pièce, celui où Tommy dormait chaque nuit. Ce soir-là, Tommy était recroquevillé sur le vieux canapé usé, enroulé dans une fine couverture en laine. Le garçon bougea et toussa plusieurs fois dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Belle s'empressa d'ouvrir le placard, en sortit un ensemble en flanelle grise qui avait appartenu à son père, aujourd'hui disparu, et aida Edmond à se débarrasser de son pyjama en soie trempée. Son corps était douloureusement maigre, la peau tendue sur les os, les côtes nettement dessinées sous la chair. Sa peau était ridée et pâle, comme si toute sa force s'était échappée. Une fois qu'elle l'eut revêtu de la flanelle chaude et l'eut bordé sous la couverture la plus épaisse qu'elle possédait, Edmond cessa de trembler. Sa respiration devint peu à peu plus régulière. Belle se rendit dans le coin cuisine, qu'elle appelait ainsi même s'il s'agissait en réalité d'un simple mur nu, avec une seule plaque de cuisson et quelques casseroles cabossées. Elle ouvrit le pot d'avoine. Il n'en restait qu'un peu au fond. Belle se mordit la lèvre. C'était le petit déjeuner de Tommy pour le lendemain. Elle hésita pendant exactement une seconde, puis versa le reste dans la casserole sans se laisser le temps de réfléchir davantage. De l'eau, une pincée de sel, le dernier œuf du plateau. « Fais bouillir », se dit-elle à voix basse en remuant. Une douce odeur de porridge chaud se répandit dans la petite pièce froide. Belle remplit un bol, l'apporta au chevet du lit et secoua légèrement l'épaule du vieil homme. « Monsieur, réveillez-vous et mangez un peu. » Edmond ouvrit les yeux, le regard terne, mais lorsqu'il vit le bol fumant dans les mains de Belle,
Son instinct de survie se réveilla. Il essaya de s'asseoir, mais Belle le soutint et le nourrit cuillère après cuillère. Il mangea avec une faim désespérée. Il mangea goulûment, la chaleur se répandant de son estomac à travers son corps vieillissant. La couleur revint lentement sur son visage. « C'est si bon », murmura-t-il d'une voix rauque mais pleine d'émotion. Des larmes coulaient à nouveau sur ses joues ridées, tombant dans le porridge. « C'est si chaud. Ma fille? Je me souviens que ma fille me cuisinait des plats comme celui-ci. » Belle sourit tristement. « Vous avez une fille? Vous vous souvenez de son nom? » Le nom d'un fils. « Tout à l'heure, vous avez parlé d'une belle fille. Avez-vous un fils qui pourrait nous aider? » Edmund cessa de manger, les yeux fixés sur le vide, les mains tremblantes caressant le bord de la vieille couverture. Ses souvenirs étaient comme des éclats de verre brisés, scintillants mais tranchants et éparpillés. « Jasper », murmura-t-il, le regard lointain, la fourchette dorée. Il y avait une grande pièce, de haut plafond, tant de choses qui brillaient. Les gens m'appelaient le propriétaire. Belle poussa un soupir discret. Toujours rien de clair. Le regard d'Edmund se posa par hasard sur la petite table en bois à côté du lit. Là, la facture d'hôpital exorbitante de Tommy était exposée sous la faible lumière jaune de la lampe, les chiffres imprimés en rouge comme des cicatrices profondes. Il regarda le papier, puis l'enfant maigre recroquevillé sur le canapé, puis Belle, la jeune femme aux yeux gonflés de fatigue, qui continuait patiemment à le nourrir cuillère après cuillère. Une étincelle s'alluma dans ses yeux. La lucidité revint, soudaine, vive et douloureuse. Il saisit le poignet de Belle, la main tremblante mais animée par la détermination. « Ma fille, » dit-il d'une voix étrangement calme, « tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? » Belle sursauta et leva les yeux vers lui. « Que dis-tu? Je peux t'aider. » Il resserra son étreinte, les yeux suppliants. « J'ai beaucoup d'argent dans un coffre-fort. » Belle retint son souffle, attendant. Mais l'étincelle s'éteignit aussi vite qu'elle était apparue. Son visage se relâcha. Ses yeux redeviennent troubles, flous. Il lâcha son poignet et secoua la tête à plusieurs reprises. « Non, je ne me souviens pas de la clé, Camille. » Elle prit la clé. Il retomba dans des murmures incohérents et sombra dans un profond sommeil, laissant Belle assise près du lit, le cœur lourd. Elle rassembla les bols et les cuillères, les lava, puis les posa à l'envers sur un petit plateau. Elle retourna border Tommy, posa sa main sur son front, encore chaud, pas encore fiévreux. Puis elle s'effondra sur le sol glacé. Elle arracha une feuille du vieux cahier de Tommy, griffonna quelques lignes d'une écriture soignée et arrondie, et la posa sur la table à côté du lit d'Edmund. Cette nuit-là, elle ne dormirait pas. Le lendemain matin, un faible rayon de soleil se glissa à travers l'interstice d'une fenêtre scellée avec du ruban adhésif. Belle était assise, le dos contre le mur. Elle avait des cernes sous les yeux à cause d'une nuit blanche et le dos endolori par le sol froid et dur. Elle cligna plusieurs fois des yeux et regarda vers le lit. Edmund dormait encore, sa respiration était plus régulière que la nuit précédente. Une légère couleur revenait sur son visage. Sur le canapé, Tommy bougea, toussa plusieurs fois, mais ne se réveilla pas. Ding ding. Le téléphone dans la poche de Belle vibra. Elle le sortit d'une main qui tremblait encore. L'écran fissuré s'illumina pour afficher un message de l'hôpital. Rappel de paiement. Dette de 200 000 $. Si le paiement n'est pas reçu avant minuit aujourd'hui, nous serons contraints d'arrêter de fournir des médicaments au patient Tommy Harper. Belle fixa les mots, chaque lettre frappant ses yeux comme un coup de marteau. 200 millions. 5 heures. Elle déglutit, la bouche amère, puis composa le numéro du restaurant. Bip, bip, allô. La voix de Warren Price était irritée et tranchante. « Directeur Warren, c'est Belle, » dit-elle en s'efforçant de rester calme. « Je suis désolé. J'ai une urgence ce matin. Puis-je arriver avec 30 minutes de retard? » Une seconde de silence au bout du fil. Puis les cris ont éclaté. « Quoi? Encore en retard? Vous croyez que cet endroit est un marché de rue? » siffla Warren. « Ce matin, Monsieur Jasper Kensington effectue personnellement une inspection surprise. Et Mademoiselle Camille vient aussi. Je vous l'ai déjà dit. Quelqu'un comme vous n'a pas le droit d'avoir ne serait-ce qu'une minute de retard. Vous m'entendez? Si tu n'es pas là avant 9 heures, ne reviens plus jamais. » Clic, le son froid et mort de l'appel qui se termine. Belle fixa l'écran noir et il n'y avait plus rien à choisir. Elle se tourna vers Edmund, qui était maintenant assis sur le lit, les yeux troubles errant dans la pièce inconnue, la main caressant la vieille couverture, comme s'il cherchait quelque chose de reconnaissable dans le chaos de ses souvenirs. « Monsieur, nous partons, » dit Belle doucement, se penchant près du lit. « Je vous emmène au Golden Fork. Vous vous souvenez de cet endroit? »
Au nom du Golden Fork, une petite étincelle brilla dans les yeux ternes d'Edmund. Il balbutia, la voix tremblante, mais soudainement animée d'excitation. Le Golden Fork, Jasper. La maison, mon fils. Belle l'aida à se lever et le guida vers la porte. La vieille camionnette cabossée toussa à nouveau, cracha un nuage de fumée noire, puis se mit à rouler à contre-cœur. Elle cahota dans les rues étroites du sud de la ville, monta sur une avenue plus large et se fondit dans le trafic chaotique du matin. Tout au long du trajet, Edmund pressa son regard contre la vitre, ses yeux vieillissants balayant les bâtiments et les coins de rue, comme s'il essayait de reconstituer une image brisée depuis longtemps. Lorsque la camionnette tourna dans Lincoln Park, où d'élégants bâtiments commençaient à s'élever des deux côtés, Edmund s'agita soudainement. Il se redressa, sa main tremblante pointant vers l'enseigne en laiton brillant représentant une fourchette dorée scintillant sous le soleil matinal. Là, marmonna-t-il, les yeux écarquillés. Jasper, chez toi, mon fils. Belle se gara le long du trottoir, juste devant l'entrée principale. Elle n'osait pas garer son camion cabossé dans le parking VIP où des supercars rutilantes étaient alignés en rang serré. Elle prit une profonde inspiration, se stabilisa, puis fit le tour pour ouvrir la porte passager et aider Edmund à sortir. Le vieil homme ne pouvait pas se tenir debout tout seul. Il devait s'accrocher à son épaule. Le costume en flanelle grise qui avait appartenu à son père semblait terriblement déplacé dans ce luxe qui les entourait. Belle prit une autre longue inspiration, rassembla tout son courage, le guida dans les marches et franchit les portes tournantes en verre. Ding! La sonnerie retentit. Le hall principal du restaurant s'ouvrait devant eux, le sol en marbre brillant comme un miroir, reflétant la lumière des lustres en cristal qui scintillaient au-dessus du haut plafond. À ce moment précis, l'ascenseur VIP, situé au fond du hall, s'ouvrit. Belle et Edmund s'arrêtèrent net. Deux personnes en sortirent. Jasper Kensington, un homme à l'autorité tranquille, sortit le premier. Camille Ashford, drapée à son bras, rayonnante et majestueuse dans une robe rouge flamboyante, croisa son regard. Le regard de Camille effleura Belle, puis s'arrêta sur le vieil homme qui se tenait à côté d'elle. Les pupilles de Camille se contractèrent. Une lueur froide, tranchante comme une lame, brilla dans les yeux de Camille Ashford lorsque ses pupilles se contractèrent sur le vieil homme qui se tenait à côté de Belle, Edmund Kensington. Il était censé errer quelque part sur le bord d'une route, dans une banlieue, ou être en proie à des ennuis dans la tempête de la nuit dernière. Alors, comment se faisait-il qu'il se trouvait ici, dans ce hall scintillant, vêtu des habits usés et minables des pauvres, à côté d'une petite serveuse? La panique envahit la poitrine de Camille, mais elle ne dura qu'un dixième de seconde. L'instinct de survie et le talent d'actrice de quelqu'un qui avait longtemps vécu derrière des masques se manifestèrent immédiatement et écrasèrent la peur. Elle savait ce qu'elle devait faire, frapper la première ou en payer le prix. Le visage dur de Camille changea en un instant. Ses yeux s'écarquillèrent, inondés de larmes. Ses lèvres tremblèrent et son expression passa du choc à une angoisse sans fond en moins d'un souffle. « Père !» Le cri de Camille déchira le hall du restaurant, faisant tourner la tête de tous les employés et de tous les clients, stupéfaits. Elle lâcha Jasper et dévala les marches comme une tempête rouge, courant droit vers Edmund. « Oh mon Dieu, Père! Mon Père bien-aimé, je t'ai enfin retrouvé. » Camille jeta ses bras autour d'Edmund et serra ses frêles épaules si fort que le vieil homme grimaça de douleur. Des larmes coulèrent sur ses joues, imprégnant l'épaule de la vieille chemise en flanelle. Mais dans cette étreinte écrasante, alors que son visage se pressait contre son oreille, sa voix douce et larmoyante se transforma en un sifflement de serpent si bas que lui seul pouvait l'entendre. « Tais-toi, vieil homme. Si tu oses dire un mot, je te le ferai regretter immédiatement. » Edmund se raidit. Le parfum lourd qui imprégnait le corps de Camille envahit ses sens et déclencha la terreur primitive de la nuit orageuse précédente. Il reconnut ce parfum. Il reconnut cette voix. Il se débattit, essayant de la repousser, la bouche balbutiante de panique. « Non, pas elle. La femme de mon fils. C'est un démon. Aide-moi, Belle. Aide-moi. » Ce n'est qu'alors que Jasper Kensington sembla se réveiller de son état de choc. Il se précipita vers eux, son visage habituellement froid maintenant clairement inquiet. « Père, que fais-tu ici? Que t'est-il arrivé? » Il regarda l'état pitoyable de son père, puis il regarda la fille inconnue à côté de lui. « Brill !» son expression se durcissant de suspicion. Camille ne laissa pas Edmund en dire davantage. Elle relâcha ses bras, mais continua à serrer fermement son bras, puis se tourna vers Belle,
son doigt tremblant pointant droit vers le visage de Belle, sa voix fine et indignée. « Jasper, c'est cette fille, cette serveuse qui a kidnappé papa. » L'histoire que Camille raconta sortit tout en douceur, comme si elle l'avait répétée 100 fois. Elle raconta que la nuit dernière, elle avait emmené son père se promener dans le parc près de chez eux et que cette fille les avait suivis. Et alors que Camille avait détourné son attention un instant, la fille avait entraîné Edmond dans un vieux camion cabossé et avait disparu. Camille dit qu'elle avait cherché toute la nuit, qu'elle n'avait ni dormi ni mangé, qu'elle avait appelé partout, qu'elle était morte d'inquiétude, presque folle de peur. Belle resta figée, écoutant chaque mensonge que Camille déversait, chaque phrase la frappant comme une gifle. Puis elle reprit ses esprits, le sang lui montant à la tête. « Tu mens !» cria Belle, tremblant d'indignation. « Tu l'as poussé hors de la voiture de tes propres mains. Tu l'as laissé sous la pluie. Tu me fais porter le chapeau. » Camille la fixa du regard, puis se tourna vers le hall d'entrée. « C'est une voleuse. Elle a kidnappé Père pour obtenir une rançon. Regarde, Jasper. Où est la Rolex de Père? » Jasper baissa les yeux vers le poignet fin et osseux de son père. Il était vide. La Rolex en or massif d'une valeur de 50 000 $. La seule chose dont Edmond ne se séparait jamais avait disparu. La montre de Père, murmura Jasper, les yeux assombris. Ce que personne ne savait, c'était ceci. Avant de quitter le manoir la nuit dernière, Camille avait secrètement retiré la Rolex du poignet d'Edmond avec l'intention de la vendre ou de la cacher. La montre était depuis cachée dans la manche de sa robe rouge. Et lorsqu'elle s'était précipitée pour embrasser Edmond dans le hall quelques instants plus tôt, dans cette scène émouvante et pleine de larmes, sa main avait bougé comme l'éclair, glissant la montre avec une aisance experte dans la poche du tablier de l'uniforme que portait Belle. Camille leva alors la main et, lentement, avec un effet dramatique délibéré, sortit la Rolex en or brillant de la poche du tablier de Belle et la brandit bien haut pour que tout le monde puisse la voir. « Voici la preuve que vous ne pouvez nier. » Le hall éclata en exclamations. Des dizaines de regards remplis de mépris et de dégoût se posèrent sur Belle comme autant d'aiguilles. Warren Price, le gérant du restaurant, qui observait la situation pour voir dans quel sens le vent allait tourner, se précipita immédiatement et arracha le sac à bandoulière de Belle. « Laissez-moi vérifier ce que cette fille a volé d'autre. »« Non, c'est à moi !» Belle hurla. Crash! Warren retourna le sac et en vida le contenu sur le sol en marbre brillant. Les affaires de Belle se répandirent partout. Pas d'or, pas d'argent, seulement quelques pièces de monnaie qui cliquetaient et roulaient sur le sol, une boîte à lunch en plastique bon marché, quelques blisters de médicaments antidouleurs bon marché et des papiers froissés qui volaient dans toutes les directions. Warren ramassa une feuille et sourit triomphalement. « Monsieur Jasper, regardez ça. » Il la tendit à Jasper. « C'est une facture de l'hôpital, plus de 200 000 $. Et ceci aussi, une demande d'avance sur son salaire. »« Taille-toi !» rugit Jasper. Ces deux mots résonnèrent dans le hall comme un coup de tonnerre, réduisant Belle au silence et faisant même sursauter et reculer les employés et les clients qui regardaient. Jasper tendit la main, saisit le col de l'uniforme de Belle et tira violemment. Déchiré, le tablier se détacha de son corps et tomba à ses pieds comme une couche de peau arrachée. Vous osez utiliser un faux visage aimable pour cacher votre cupidité. La voix de Jasper était basse et directe, chaque mot pesant comme une pierre. Tu oses profiter de mon père, un homme de 74 ans qui ne peut pas se défendre, pour ton propre profit. Belle secoua violemment la tête, les larmes coulant sur son visage. Non, ce n'est pas ça. Il a été abandonné sur la route. Tais-toi. Jasper l'interrompit, sa voix devenant encore plus grave et, d'une certaine manière, 2 fois plus terrifiante. Derrière eux, Edmond était pris dans les bras de Camille, se débattant et balbutiant des fragments de phrases incohérentes. Belle, bonne bouillie. Père n'a pas peur. Ne fais pas ça. Camille le serrait fort, son visage affichant de l'inquiétude et de la tendresse pour la foule. Mais son bras enserrait son épaule comme du fer, sa voix douce n'étant en réalité qu'un bâillon. Père, n'aie pas peur. Calme-toi. Cette folle ne peut plus te faire de mal. Jasper pointa du doigt Belle. Virez-la, immédiatement. Sortez de ma vue. Sortez de ce restaurant. Puis sa voix baissa encore d'un ton. Froide comme l'acier, suffisamment basse pour que seule Belle et quelques personnes à proximité puissent l'entendre. Et si je te revois près de ma famille, tu apprendras quelles en seront les conséquences. Tout le hall frémit. Tout le monde n'avait pas entendu la dernière phrase, mais tout le monde en ressentait le poids.
Le poids d'un homme dont tout le milieu clandestin de Chicago savait qu'il valait mieux ne pas se faire un ennemi. Jasper fit un signe de la main aux 2 gardes de sécurité postés près de la porte. 2 grands hommes en costume noir s'approchèrent aussitôt, chacun saisissant Belle sous un bras et la soulevant comme si elle était une poupée déchirée. « Lâchez-moi. Je n'ai rien fait de mal. Lâchez-moi. » Belle se débattait et criait, mais sa force n'était même pas égale à 1/10 de la leur. Ils la traînèrent à travers le couloir de la cuisine, passèrent devant la zone réservée aux employés et se dirigèrent vers la porte arrière. La lourde porte en acier grinça en s'ouvrant. Une violente poussée projeta Belle à l'extérieur. Elle tomba face contre terre sur le béton fissuré de la ruelle derrière le restaurant, où les déchets de cuisine s'entassaient et où l'air empestait la nourriture avariée. Ses genoux heurtèrent violemment le sol rugueux, sa peau se déchira, le sang coulant et se mélangeant à la flaque sale laissée par la pluie de la nuit dernière. Son sac fut jeté derrière elle et atterrit dans la flaque à côté d'elle. Des pas lourds résonnèrent derrière elle. Warren Price sortit par la porte en acier et se tint sur le seuil surélevé, regardant la fille recroquevillée sous lui. Son regard était froid, méprisant, comme s'il venait de finir de sortir un tas d'ordures puantes de son restaurant propre. Il cracha par terre, juste à côté de la main écorchée de Belle. Puis son regard se posa sur les blisters de médicaments qui s'étaient échappés du sac de Belle et s'étaient répandus sur le béton. Warren pinça les lèvres et leva lentement le bout de sa chaussure en cuir ciré, puis l'abattit. Crac! Le blister se brisa sous son talon. Les petites pilules, les médicaments de Tommy, se transformèrent en une poudre blanche mélangée à de la boue. Warren s'accroupit, le visage près de celui de Belle, et baissa la voix pour la menacer. « Tu crois que M. Jasper va te croire? Une petite personne en haillons qui s'en prend à la fiancée du patron de Chicago. Je vais mettre ton nom sur la liste noire. Tu ne trouveras plus jamais de travail dans cette ville. » Belle releva brusquement la tête. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Des larmes et de la boue coulaient sur son visage pâle. Mais au fond de ses yeux, au plus profond de la douleur et de l'humiliation, une flamme s'alluma, la flamme de la dignité bafouée. « Je m'appelle Belle », cria-t-elle d'une voix rauque mais inébranlable. « Et vous? Vous savez très bien que je n'ai rien pris. Vous savez que je suis innocente. Vous êtes un lâche, un complice à son service, juste pour garder votre misérable poste de directeur. » Le sourire de Warren s'évanouit, son front se plissa, irrité parce qu'elle avait touché exactement là où ça faisait mal. « Sortez avant que j'appelle les flics pour qu'ils emmènent votre tasse de ferraille. » Boum! La porte en acier claqua. La serrure se verrouilla, froide et définitive. La ruelle replongea dans le silence. Seul le vent sifflait à travers les étroites fissures dans les briques, et une odeur nauséabonde s'élevait de la cuisine. Belle resta immobile pendant un long moment, souffrante et brisée. Puis, tremblante, elle ramassa son sac mouillé, rassembla les blisters cassés dans ses bras et rampait pas à pas vers le parking arrière, où sa vieille camionnette était garée seule parmi les camions de livraison rutilants, comme une cicatrice de pauvreté sur fond de luxe. Grincement. La porte du camion s'ouvrit, les charnières rouillées grinçant comme un soupir épuisé. Belle grimpa sur le siège conducteur, ferma la porte et posa son front sur le volant. Elle ne démarra pas le moteur. Elle resta simplement assise là, fixant à travers le pare-brise fissuré le mur de briques sans vie devant elle. Ding ding. Son téléphone vibra dans sa poche. L'écran fissuré s'illumina pour afficher le message de l'hôpital. Rappel de paiement. Si le paiement n'est pas reçu avant 17 heures aujourd'hui, nous serons contraints d'arrêter de fournir des médicaments au patient Tommy Harper. 17 heures. Il était maintenant 13 heures. Il restait 4 heures, 200 000 $, 0 $, et elle venait de perdre le seul revenu qu'elle avait au monde. Belle agrippa le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Tout ce qu'elle avait retenu. Chaque injustice, chaque once de désespoir fusionnèrent en quelque chose d'énorme, puis se brisèrent. Ah! Le cri déchira l'habitacle exigu. Elle frappa le volant de ses poings. Encore, encore et encore. Les larmes coulaient comme la pluie. Les sanglots étaient rauques et étouffés. Le son de quelqu'un qui avait essayé de vivre décemment jusqu'à la fin et qui avait quand même été poussé au bord de la route. Il fallut longtemps avant que les sanglots ne s'atténuent pour devenir de petits hoquets. Belle essuya ses larmes avec sa manche. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Elle ne pouvait pas. Tommy l'attendait à la maison. Il avait besoin d'elle. Elle enfonça la clé dans le contact et la tourna. A1. Crachotement. Crachotement. Le moteur grogna puis s'éteignit. Le camion était épuisé, tout comme sa propriétaire.
S'il te plaît, ne m'abandonne pas maintenant. Belle murmura à l'oreille du véhicule comme s'il était le seul être vivant qui lui restait. Elle tourna à nouveau la clé. Boum, boum, boum. Le moteur toussa et s'étouffa, puis finit par démarrer, crachant un nuage de fumée noire. Le pick-up sortit du parking et quitta l'arrière-cour du Golden Fork, laissant derrière lui le faux éclat brillant, emportant un cœur brisé dans le chaos de la circulation aux heures de pointe. Que pensez-vous de la situation actuelle de Belle? Le manoir Kensington trônait imposant sur un vaste terrain au nord de Chicago. Des murs de pierre gris foncé recouverts de lierre, un imposant portail en fer gardé par deux hommes de sécurité au visage impassible. Edmund fut conduit dans la grande chambre du deuxième étage, une pièce 10 fois plus grande que l'appartement entier de Belle, avec un plafond très haut, de lourds rideaux de velours fermant les fenêtres, un lit king-size recouvert de draps blancs doux et blancs immaculés. On l'habilla d'un pyjama en soie propre et on l'allongea soigneusement parmi des oreillers moelleux. Mais Edmund ne dormit pas. Les yeux fixés au plafond, il respirait rapidement et superficiellement, le corps tendu comme une corde sur le point de casser. Le choc subi au restaurant ne s'était pas estompé. Dans son esprit, l'image de la jeune femme aimable, emmenée par deux hommes costauds, tournait en boucle, refusant de disparaître. La fille qui lui avait préparé du porridge, la fille qui l'avait bordé avec une couverture, la fille qui lui avait laissé un mot lui demandant de boire le porridge chaud. Et maintenant, elle avait été expulsée, traitée de kidnappeuse, humiliée par son propre fils devant tout le monde. « Biel », murmura-t-il, la voix tremblante, les yeux humides. Le porridge, elle était douée. Pourquoi? Des pas légers résonnèrent dans le couloir. Clic! La porte de la chambre s'ouvrit, puis se referma. Camille Ashford entra, un verre de jus d'orange frais à la main, le sourire doux et familier sur ses lèvres. Mais dès que la porte se referma, dès que la serrure cliqua, ce sourire disparut sans laisser de traces. Le beau visage de Camille se transforma en glace, froid et inexpressif, comme si elle avait retiré le masque qu'elle avait porté toute la journée. Elle ne dit rien. Il n'était plus nécessaire de menacer, plus besoin de jouer la comédie. Elle passa directement à l'action. Sa main gauche tenait le jus d'orange. Sa main droite se glissa dans la poche de sa robe et en sortit un petit flacon sans étiquette, le genre de flacon en verre foncé dont une personne ordinaire ne reconnaîtrait jamais le contenu. Camille dévissa le bouchon, inclina le flacon et versa une dose de poudre blanche dans le jus d'orange, un sédatif puissant. Elle prit une petite cuillère en argent sur le plateau et remua. La poudre se dissolut rapidement dans le jus épais et onctueux, ne laissant aucune trace. Edmund le vit. Ses yeux troubles s'écarquillèrent de terreur. Même si sa mémoire était floue et son esprit embrumé, son instinct de survie reconnaissait le danger. Il essaya de rouler sur le côté, d'éloigner, mais son vieux corps épuisé ne lui obéissait pas. Camille s'approcha du lit, posa le verre sur la table de nuit, puis s'assit sur le bord du lit. Une main glissa derrière son cou et souleva sa tête. L'autre porta le bord du verre à ses lèvres. « Bois, père !» Sa voix était douce, suave, mais ses yeux étaient froids comme la pierre. « Bois et reprendre des forces. » Edmund serra les dents et détourna la tête en signe de résistance. Du jus d'orange coula au coin de sa bouche, coula le long de son menton et imprégna son col. Mais comment la force d'un homme malade de 74 ans pouvait-elle résister à des mains jeunes, fortes et impitoyables? Camille resserra son emprise sur sa nuque, pressa le verre contre sa bouche et le renversa. Le jus d'orange se déversa dans sa bouche. Il s'étouffa et toussa. Le liquide lui inonda le nez, mais la majeure partie glissa dans sa gorge. Il essaya de le recracher, mais il était trop tard. Quelques minutes plus tard, les yeux terrifiés d'Edmund Kensington se fermèrent. Son corps se relâcha, sa tête s'enfonça dans l'oreiller. Sa respiration ralentit, devint lourde, puis il sombra dans un sommeil drogué. Camille reposa le verre à moitié rempli sur la table de chevet, se leva, lissa les plis de sa robe et regarda le vieil homme qui dormait, impuissant, sur le lit. Elle sourit, le sourire satisfait de quelqu'un qui avait repris le contrôle. Puis elle se retourna et sortit, verrouillant la porte de l'extérieur, ses talons claquant dans le couloir. Au même moment, en bas, dans le grand bureau lambrissé de chêne du manoir, Jasper Kensington était assis derrière un lourd bureau en bois, se frottant les tempes des deux mains, tandis qu'il essayait de se concentrer sur le rapport financier affiché sur l'écran de son ordinateur. Mais les chiffres dansaient sans signification. Son esprit n'était pas là. Il était dans le hall du restaurant ce matin-là. Plus précisément, il était dans les yeux de Belle Harper lorsque les gardes l'avaient emmené.
Ses yeux, Jasper ferma les siens, mais l'image n'en devint que plus nette. Des yeux rouges et gonflés, remplis de larmes, mais pas les yeux d'une personne coupable prise en flagrant délit. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait subi une injustice, remplis d'indignation, de douleur et de déception. Jasper ouvrit les yeux et fronça les sourcils. Puis une autre pensée s'insinua dans son esprit, persistante comme une fissure se propageant sur un mur. Camille. La réaction de Camille ce matin-là. Trop rapide, trop parfaite, trop dramatique, trop précisément synchronisée. Elle avait crié « Père » instantanément, sans une seconde de confusion stupéfaite, sans même un soupçon de désorientation en voyant son beau-père apparaître de manière inattendue en haillons, vêtu des habits de quelqu'un d'autre. Elle s'était précipitée pour l'embrasser avec aisance, comme si cela avait été répété. Elle s'était retournée et avait accusé Belle comme si elle avait déjà le script en main et la montre, la Rolex dans la poche du tablier de la serveuse. Comment Camille savait-elle où chercher exactement? Jasper serra le poing sur le bureau. Une petite fissure avait commencé à se former dans sa confiance. Tap, tap. Un coup doux et hésitant retentit, tandis que Jasper s'enfonçait dans le tourbillon de ses pensées confuses. Il leva la tête. Entrez. La porte en chaîne s'ouvrit et Madame Patterson, la gouvernante âgée qui servait la famille Kensington depuis plus de 20 ans, entra avec un héritier réticent. C'était une petite femme aux cheveux argentés soigneusement attachés dans la nuque, toujours vêtue d'un uniforme noir et blanc impeccable, et elle ne frappait presque jamais à la porte du bureau du maître, sauf en cas d'urgence. Elle tenait dans ses mains un panier en osier rempli de vêtements. « Monsieur Jasper, » dit-elle d'une voix basse, choisissant chaque mot avec soin. « J'allais jeter les vêtements que Monsieur Edmond portait aujourd'hui à midi, conformément aux instructions de Mademoiselle Camille. Elle a dit de les brûler, que les vêtements sales d'un kidnappeur ne devaient pas être conservés. » Madame Patterson fit une pause, ses vieux yeux rencontrant directement ceux de Jasper. « Mais avant de les jeter, je les ai regardés de plus près. Et je pense que vous devriez voir ça. » Elle posa le panier en osier sur le bureau et en sortit un ensemble en flanelle grise. Il était très vieux. Le tissu était usé au coude et au col. Le gris était délavé à force d'avoir été lavé trop souvent, mais il était propre et dégageait un léger parfum d'adoucissant bon marché, cette odeur légère de jasmin que les riches n'utilisent jamais, mais que les pauvres chérissent goutte à goutte. Et sur l'épaule droite, là où le tissu avait été déchiré sur une longue longueur, il y avait une ligne de couture soignée. Jasper fronça les sourcils, souleva la chemise et l'approcha de lui. Les points étaient réguliers, délibérés, minuscules, cousus à la main, avec beaucoup d'attention. Ce n'était pas le genre de raccommodage rapide fait juste pour le faire, mais le genre qui signifiait que quelqu'un s'était assis sous une lampe jaune et avait patiemment enfilé chaque fil pour que les vieux vêtements d'un étranger aient l'air un peu moins déchirés. Madame Patterson l'observait, la voix douce, mais chaque mot était lourd comme du plomb. « Mais ça, Jasper, est-ce qu'un kidnappeur désespéré, quelqu'un qui a volé une montre à 50 000 $, s'assiérait pour raccommoder les vêtements de sa victime? » La question frappa Jasper comme un coup de foudre en plein cœur. Il resta immobile, la chemise en flanelle toujours entre les mains, les doigts serrés autour du tissu rugueux mais chaud. Madame Patterson continua, d'une voix plus basse. « Je travaille ici depuis 23 ans, Monsieur Jasper. Je sais faire la différence entre la cruauté et la gentillesse. Ces vêtements ont été lavés, raccommodés et mis à monsieur. Edmond avec un soin que je vois rarement chez quelqu'un dans cette maison. » Elle baissa la tête et quitta tranquillement la pièce, laissant Jasper seul avec le panier en osier et la flanelle grise. Jasper resta debout, tenant la chemise à deux mains, la rapprochant de son visage. L'odeur d'un assouplissant bon marché, l'odeur d'un appartement pauvre, l'odeur d'un soin simple qui ne demande rien en retour. Il retourna la chemise et fouilla la poche poitrine. Rien. Il fouilla la poche gauche, rien. Il fouilla la poche droite et ses doigts touchèrent quelque chose au fond. Russell, il le sortit. Un petit morceau de papier froissé, rapidement arraché d'un cahier d'école. Le genre de cahier à ligne bon marché vendu au magasin du coin. Jasper le déplia et le lissa soigneusement sur le bureau en bois brillant. L'écriture était ronde et soignée, écrite à l'encre bleue. Les lignes étaient maculées à certains endroits, peut-être à cause des larmes ou de l'eau de pluie. N'oublie pas de finir ton porridge tant qu'il est encore chaud. J'ai laissé une couverture supplémentaire au pied du lit au cas où tu aurais froid pendant la nuit, Belle. Jasper relut les lignes encore, et à chaque fois, sa poitrine se serrait un peu plus. Sous le message destiné à Edmond, il y avait une ligne plus petite, écrite à la hâte,
comme s'il s'agissait d'une note privée que la jeune fille s'était écrite à elle-même et avait accidentellement laissée sur la page. Accroche-toi, Tommy. Je vais ramener un miracle à la maison. Nous n'abandonnons pas. Le papier glissa des mains de Jasper, flotta doucement dans les airs et atterrit sur le bureau ciré. Il resta là, les deux mains appuyées sur le bois, la tête baissée, respirant bruyamment. Il avait l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur à pleine main. Un kidnappeur n'écrit pas de mots pour rappeler à sa victime de manger son porridge tant qu'il est chaud. Un voleur cupide ne s'assoit pas pour raccommoder les vêtements de la personne qu'il retient captive. Quelqu'un qui est motivé par la pâte du gain n'écrit pas des mots qui traduisent autant de chaleur et d'inquiétude. Et quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent n'écrit jamais cette dernière ligne. La ligne destinée à un petit frère malade. La ligne d'une sœur qui porte le monde entier sur ses épaules et qui essaie quand même de sourire en promettant un miracle. Le mur de préjugés que Jasper avait construit ce matin-là. Le mur que Camille et Warren avaient renforcé avec une Rolex, une facture de hôpital, une demande d'avance sur salaire. Ce mur s'est effondré. Pas dans un fracas, juste un craquement silencieux dans sa poitrine, mais suffisant pour tout changer. Jasper s'est redressé, a sorti son téléphone et a composé un numéro. Une sonnerie, deux sonneries, clic, Beck. La voix de Jasper était froide, sèche, tranchante. Beck Connolly, son bras droit, l'homme qui détenait toutes les informations compromettantes pour l'organisation Kensington, a répondu immédiatement. « Je vous écoute, patron. Vérifiez les caméras de circulation à l'intersection sud de la banlieue hier soir. Toutes les caméras dans un rayon de 5 mètres autour de la route 57 et du terrain vague. Je veux les résultats dans 30 minutes. » Jasper n'éleva pas la voix, mais chaque mot résonnait comme un ordre de mort. Et Beck, encore une chose, vérifiez les images de vidéosurveillance du manoir. Le garage, les pneus de la poche rouge de Camille hier soir. Je veux savoir s'il y a de la boue et de quel type. Compris, patron. 30 minutes. Clic. Jasper posa le téléphone. Il regarda à nouveau la note sur le bureau. Tiens bon, Tommy. Je vais ramener un miracle à la maison. Nous n'abandonnons pas. Il ferma les yeux. Si tout ce qu'il soupçonnait était vrai, si Camille avait menti, si Belle était vraiment innocente, alors ce matin, il n'avait pas seulement licencié une employée, il avait piétiné une personne bien. Il avait détruit le dernier espoir d'une jeune femme qui essayait de sauver son petit frère, et il ne se le pardonnerait jamais. 28 minutes après l'appel, Jasper Kensington poussa la porte et entra dans le bureau privé de Beck Connie, situé au fond du sous-sol du manoir. Une pièce sans fenêtre où la lumière bleue froide de dizaines d'écrans de contrôle recouvrait les 4 murs et où le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement ne s'arrêtait jamais. Beck était assis au pupitre de commande, le visage dur comme de la pierre. Il avait le regard perçant d'un homme habitué à traiter les informations les plus sordides que l'organisation Kensington ait jamais touchées. Quand il vit Jasper entrer, Beck ne dit rien. Il se contenta de lui tirer une chaise, puis tapa quelques touches sur le clavier. L'écran central s'alluma, affichant les images des caméras de sécurité du manoir Kensington, celle du garage avec l'horodatage indiquant 7h20 la nuit dernière. « Avant de regarder les images du trafic, » dit Beck à voix basse, « vous devriez voir ça d'abord. » L'image montrait la Porsche rouge de Camille garée dans le garage. Elle venait de rentrer. Beck fit un zoom sur le pneu avant droit. L'image était claire et nette, juste de la main. Homme gamme, étendu jusque dans les moindres détails. De la boue rouge mélangée à du gravier collait épaissément à la bande de roulement et au passage de roue. Une argile brun-rouille caractéristique, entremêlée de petites pierres et de débris de construction. Beck tapa à nouveau sur le clavier et une carte géologique de Chicago apparut à côté. Ce type d'argile rouge mélangée à du gravier de déchets de construction, dit Beck en pointant l'écran, n'existe que dans la banlieue sud abandonnée, autour de la route 57 et dans les terrains vagues où les gens déversent leurs débris. À environ 56 km au sud de Central Park, Mademoiselle Camille affirmait avoir emmené M. Edmund se promener. Jasper fixait la boue rouge sur le pneu de la Porsche. Ce n'était pas Central Park. Camille n'avait emmené son père se promener dans aucun parc. Elle avait conduit jusqu'à la banlieue la plus déserte de Chicago, où il n'y avait pas de lampadaire ni de passants, un endroit parfait pour se débarrasser d'un vieil homme sans que personne ne le remarque. Le premier mensonge était confirmé. « Lancez la vidéo de la caméra de surveillance », dit Jasper d'une voix sèche. Beck acquiesça et appuya sur « Play ». L'écran passa à une image granuleuse en noir et blanc provenant de la caméra de surveillance numéro 4. L'angle était celui de l'intersection entre la route 57 et le terrain vague,
avec une horodatage indiquant 7h45 la nuit dernière. La route était déserte. Des mauvaises herbes envahissaient les terrains de chaque côté. Des déchets de construction s'entassaient en tas. Pas âme qui vive en vue. Une fine pluie commença à tomber. Puis, au loin, une Porsche rouge rutilante apparut dans le champ, contrastant avec la désolation comme une tache de sang sur un tissu gris. La voiture s'arrêta sur l'accotement herbeux. La portière du conducteur s'ouvrit. Camille sortit, ses talons hauts claquant sur le trottoir mouillé. Elle contourna la voiture pour se rendre du côté passager. Elle ouvrit la porte, se pencha et tira Edmund hors de la voiture. Le vieil homme résista faiblement, s'agrippant au cadre de la porte. Mais Camille lui arracha les mains et le poussa violemment dans le torse. Edmund tomba en arrière, le dos heurtant une flaque boueuse, les jambes battant l'air, la canne fut projetée après lui, volant loin avant de rouler et de s'arrêter à quelques mètres de là. Camille se tenait debout au-dessus du vieil homme qui se tordait de douleur sur le sol, pointant son doigt vers son visage, la bouche ouverte dans un réprimande sévère. Puis elle se détourna. Elle ne regarda pas une seule fois en arrière. Elle claqua la porte, démarra le moteur et partit, laissant son beau-père seul dans le terrain vague alors que la pluie s'intensifiait. Beck mit la vidéo en pause. La pièce fut plongée dans le silence. Seul le bourdonnement régulier des ventilateurs de refroidissement subsistait. Jasper ne dit rien. Il ne décrivit pas ce qu'il venait de voir. Il ne l'analysa pas. Il ne fit aucun commentaire. Il se contenta de fermer les yeux. Sa mâchoire était si serrée que ses muscles ressortaient. Il serra le poing sur sa cuisse jusqu'à ce que ses jointures blanchissent et tremblent. Une seule larme chaude coula sur sa joue et tomba sur le dos de sa main crispée. Elle n'avait pas seulement menti. Elle avait délibérément emmené son père dans l'endroit le plus désert, l'avait jeté dans la boue, avait jeté sa canne, lui avait crié dessus et l'avait abandonné dans la tempête. Elle avait traité son père, un homme de 74 ans souffrant de perte de mémoire, comme un objet qui n'avait plus aucune valeur, comme un déchet qu'il fallait jeter. Et ce matin, elle s'était tenue dans le hall du restaurant, pleurant et criant, jouant le rôle de la belle fille dévouée qui avait cherché toute la nuit, puis accusant la personne même qui avait sauvé la vie de son père. Copiez cette séquence. Jasper ouvrit les yeux, sa voix semblait devoir se frayer un chemin à travers une gorge remplie de verre brisé. Enregistrez-la sur un disque séparé. Faites 2 copies supplémentaires, une pour mon avocat, et préparez tout pour ce soir. Beck regarda Jasper, l'air grave. Qu'allez-vous faire? Jasper se leva, lissa le devant de sa veste de costume, ajusta son col. Lorsqu'il se retourna vers Beck, ses yeux étaient secs. Plus de douleur, plus de confusion. À la place, il y avait la froide détermination absolue d'un homme habitué à rendre des verdicts irrévocables. « Organise une fête », dit-il d'une voix calme qui donnait des frissons. « Ce soir au Golden Fork. Invite tous tes partenaires commerciaux, tous tes amis de la haute société et surtout la presse. Camille aime toujours la presse. » Beck fronça les sourcils. « Quel genre de fête? » Jasper sourit, mais le sourire n'atteignit jamais ses yeux. « Une fête pour célébrer le retour sain et sauf de mon père. Camille sera ravie de l'apprendre. Elle adore se produire devant un public, n'est-ce pas? Alors ce soir, je lui offrirai la plus grande scène de sa vie. » Avant d'organiser la fête, Jasper passa un appel silencieux à l'hôpital, effaçant entièrement la dette de Tommy sous le nom d'un donateur anonyme. Il ne laisserait pas le garçon souffrir 1 minute de plus à cause de sa propre cécité. La Maybach noire jaillit des portes du manoir de Kensington comme une bête sauvage libérée de ses chaînes, le moteur rugissant et déchirant le calme de l'après-midi dans ce quartier riche. Jasper Kensington était assis derrière le volant, les 2 mains crispées, les yeux fixés droit devant lui, la mâchoire serrée. Sur le siège passager, son téléphone affichait le dossier personnel qu'il venait de consulter. L'adresse, appartement 402, 4e étage, côté sud. La voiture filait à toute allure sur la Michigan Avenue, longeant les gratte-ciels de verre qui reflétaient de la ville, dépassant la frontière invisible entre le Chicago riche et le Chicago pauvre, puis s'engageait dans des rues de plus en plus étroites, sombres et délabrées. Crick. La Maybach freina brusquement et dérapa sur une route poussiéreuse criblée de nids de poules. La poussière s'éleva et recouvrit la carrosserie rutilante de la voiture d'une valeur de 100 000 $, comme une poudre bon marché. Jasper coupa le moteur et regarda à travers le pare-brise. La scène qui s'offrait à lui le stoppa, non pas par peur, mais parce qu'il n'avait jamais vu de sa vie un endroit comme celui-ci d'aussi près. Des cabanes rafistolées avec de la tôle rouillée et du bois pourri.
Des fils électriques s'entremêlaient comme des toiles d'araignée au-dessus de leur tête. De vieux vêtements étaient suspendus à des cordes tendues entre des balcons qui semblaient prêts à s'effondrer. Une odeur nauséabonde lui monta au nez dès qu'il ouvrit la portière. Quelques enfants sales qui jouaient à donner des coups de pied dans une canette écrasée dans la rue se figèrent, les yeux écarquillés, fixant le grand homme en costume noir qui sortait d'une voiture qu'ils n'avaient vue qu'à la télévision. Comme si une créature d'une autre planète avait atterri dans leur bidonville, Jasper s'en moquait. Il traversa rapidement les flaques d'eau, ses chaussures en cuir coûteuses s'enfonçant dans la boue, et se dirigea droit vers l'immeuble, le plus ancien au bout de la ruelle. Les murs de briques s'écaillaient, laissant apparaître le béton rouillé sous l'escalier étroit, raide et sombre. Une odeur épaisse d'humidité et de cuisine se mêlait dans l'air. Premier étage, deuxième, troisième, quatrième. Appartement 402. Jasper s'arrêta devant une porte en bois pourri, la peinture écaillée et bosselée, une serrure lâche qui semblait pouvoir céder à la moindre pression. Il leva la main, les doigts prêts à frapper, mais un bruit provenant de l'intérieur de la porte figea sa main en plein mouvement. Une toux. Une petite toux qui déchirait la poitrine, s'échappant par la fine fente de la porte. « Sir Bell », gémit d'une faible voix d'enfant. « Ça fait mal. J'ai tellement mal à la poitrine. » Jasper baissa la main. Son cœur se serra. Puis une voix familière s'éleva. La voix qu'il avait entendue ce matin, pleine d'indignation et de supplication, alors que la jeune fille essayait de se défendre dans le hall du restaurant. Mais maintenant, elle était douce, tremblante, forçant la force, même si l'épuisement pesait lourdement sur chaque syllabe. « Tiens bon, Tommy, je suis là. Respire profondément. D'accord, je vais te mettre quelque chose de froid dessus. Inspire, expire, inspire, expire. Bien, c'est bien, ma sœur, Tommy murmura d'une voix si faible, comme s'il avait peur que parler plus fort ne fasse empirer la douleur. Où sont les médicaments? Pourquoi n'y en a-t-il pas de bleus aujourd'hui? Les bleus font disparaître la douleur. Silence. Un silence si lourd qu'il étouffait l'air. Jasper se tenait dehors et pouvait entendre le vieux ventilateur de plafond tourner avec un cliquetis régulier, clic, 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 le goutte à goutte de l'eau quelque part dans la cuisine et la respiration haletante de Belle. « Je suis désolé, Tommy. » La voix de Belle se brisa. Le médicament est tombé. Ils ont tout gâché. Mais ne t'inquiète pas. D'accord, je vais aller en acheter tout de suite. Je trouverai un moyen, je te le promets. Tu t'es fait virer, n'est-ce pas? La voix de Tommy retentit soudainement, innocente, mais assez tranchante pour briser un cœur. Tes yeux sont tellement gonflés. Tu as beaucoup pleuré, n'est-ce pas? C'est à cause de moi? Parce que je suis un fardeau? Parce que je suis malade, les gens t'ont crié dessus? Non, Belle l'interrompit si violemment que Jasper tressaillit derrière la porte. Jamais. Un bruissement, comme si elle prenait son petit frère dans ses bras. Écoute-moi, Tommy Harper. Tu n'es jamais un fardeau. Tu es ma vie. Tu es la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Un long silence, Wait. Puis Belle reprit la parole, plus doucement, plus lentement, comme si elle racontait un conte de fées à son frère, alors que la dure réalité les assaillait de toutes parts. Il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. Les gens m'ont mal comprise. Mais tu sais quoi, Tommy? Hier soir, j'ai sauvé un vieil homme. Il était abandonné sous la pluie, tremblant de froid. Je l'ai ramené chez moi et lui ai préparé du porridge. Il m'a souri si gentiment. Tommy, son fils, m'a crié dessus et m'a mise à la porte, mais je ne regrette rien. Si je pouvais choisir à nouveau, j'arrêterais quand même le camion, car maman nous a appris à vivre avec gentillesse, Tommy. Une conscience claire suffit. Jasper Kensington se tenait immobile dans le couloir sombre, le dos contre le mur humide et écaillé, les bras ballants. Chaque mot prononcé par Belle traversait la porte en bois pourri et lui transperçait la poitrine, plus acérée que n'importe quelle lame qu'il ait jamais connue. Elle avait tout perdu, son travail, ses revenus, sa dignité, les médicaments de son frère, son avenir, tout. Et qu'elle disait qu'elle ne regrettait pas d'avoir sauvé son père. Lui, l'homme qui lui avait arraché son tablier devant tout le monde. Lui, l'homme qui l'avait traité de fausse kidnappeuse. Lui, l'homme qui avait ordonné qu'on la jette dans une ruelle comme si elle était un déchet. Jasper baissa la tête, les yeux brûlants. Il leva la main pour frapper, puis la baissa à nouveau. Non, pas encore. Il ne méritait pas de se présenter devant elle les mains vides et avec des excuses creuses. Il fallait plus que cela. Une véritable justice pour elle. Une punition à la mesure de celui qui avait causé toute cette souffrance et des actes, pas des mots. Jasper se détourna et descendit rapidement les escaliers.
Chaque marche sur le béton fissuré portait une résolution plus lourde que la précédente. Dehors, il sortit son téléphone et composa le premier numéro. Camille répondit après une sonnerie. Bébé, sa voix était douce. Pas la moindre trace de suspicion, Jasper inspira et changea le ton de sa voix pour adopter une douceur si parfaite qu'elle en était effrayante, si impeccable, qu'il se surprit lui-même par sa capacité à jouer la comédie. Mettez quelque chose de beau ce soir, ma chérie. J'organise une fête pour célébrer le retour sain et sauf de papa au Golden Fork. Et j'ai une très grande surprise pour toi. Oh, vraiment, chérie. Je mettrai ma plus belle tenue, s'écria Camille, tout excitée. Clic. Jasper mit fin à l'appel. Le sourire disparut aussitôt de ses lèvres. Il composa le deuxième numéro. La sonnerie dura plus longtemps, puis clic. Silence à l'autre bout du fil. Pas de bonjour, seulement un léger soupir las. Ici Jasper Kensington, dit-il, sa voix redevenant sérieuse. Basse, elle ne portait plus la cruauté du matin. Ne raccrochez pas. Le silence s'éternisa. Belle ne raccrocha pas, mais elle ne parla pas non plus. Ce soir à 20h, venez au Golden Fork, continua Jasper. Pas pour travailler, mais pour être témoin de la vérité. Je vous dois une explication. Il hésita, déglutit, puis ajouta d'une voix plus douce. Et mon père, il a besoin de vous. Silence à nouveau. Jasper entendit la respiration haletante de Belle, pleine d'hésitation. Retourner à l'endroit où elle avait été humiliée. Affronter les gens qui l'avaient piétinée. Mais alors, sa voix se fit entendre, faible, fatiguée, mais déterminée. Je viendrai pour M. Edmund. Clic, Jasper fixa l'écran sombre du téléphone. La proie était tombée dans le piège. Les deux proies. Il était maintenant temps de fermer la cage. À 20 heures précises ce soir-là, le Golden Fork brillait comme un palais doré au cœur de Chicago. Chaque lustre en cristal suspendu au haut plafond diffusait une lumière chaude et scintillante, projetant des reflets sur des centaines de verres de vin rouge coûteux et les bijoux en diamant qui brillaient au cou et aux poignets de l'élite de la ville. Jasper avait loué tout le restaurant pour la soirée. La liste des invités avait été soigneusement sélectionnée, chaque visage ayant son importance dans le monde des affaires et la société de Chicago. Les principaux partenaires de la chaîne Golden Fork, des amis, des avocats, des politiciens et surtout la presse. 3 journalistes des 3 plus grands journaux de la ville que Camille aimait toujours inviter afin qu'ils puissent photographier sa vie parfaite pour les pages mondaines. Se mêlaient à la foule en costume et robe de soirée. Un œil averti pouvait repérer quelques visages particuliers. Des hommes au regard froid et vigilant, debout dans les coins comme des statues de garde. Des hommes que personne dans le milieu de Chicago n'oserait offenser. Le cercle le plus proche de l'organisation Kensington était présent, car l'invitation de Jasper avait un poids tel que personne n'osait la refuser. Un jazz doux flottait depuis un groupe live dans le coin du hall. Le saxophone, doux et mélodieux, se mêlait au rire poli des conversations courtoises. Au milieu de toute cette splendeur, Camille Ashford se tenait au centre de la pièce comme une reine régnant sur son royaume. Une robe de soirée émeraude moulait sa silhouette, et un collier de diamants éblouissant captait la lumière du lustre et la reflétait en milliers d'étincelles sur sa peau pâle. Elle souriait avec éclat, levant une flûte de champagne, glissant d'un groupe à l'autre avec une grâce naturelle, saluant, échangeant des baisers, riant aux moments opportuns, prononçant les mots justes aux bons endroits. Puis elle monta sur la petite scène à l'avant du hall, prit le micro et arbora le plus doux des sourires. Merci à tous d'être venus ce soir. La voix de Camille résonna, chaleureuse et émue, les yeux parfaitement bordés de larmes. C'est la nuit la plus heureuse de la vie de notre famille. Le père Edmund est rentré sain et sauf après un cauchemar horrible causé par une personne malveillante. La nuit dernière a été la plus longue de ma vie. J'ai cherché mon père partout. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. Je n'ai fait que prier pour qu'il soit sain et sauf. Et grâce à l'amour, grâce à Dieu, tout est fini maintenant. Mon père est rentré à la maison. Camille leva la main et essuya une larme. Un geste si répété qu'il semblait parfait. La foule applaudit. Les applaudissements roulèrent à travers le hall, chaleureux et émouvants. Quelques femmes sortirent même leurs mouchoirs pour essuyer leurs yeux. Warren Price se tenait dans un coin, hochant la tête sans arrêt, son sourire hypocrite collé au visage. Ting! La sonnette du restaurant retentit, aiguë et discordante, couvrant l'audace et les applaudissements. Les portes vitrées principales s'ouvrirent. Toutes les têtes se tournèrent. Belle Harper entra. Elle se tint dans l'embrasure de la porte, engloutie par le luxe qui l'entourait, telle une fleur sauvage perdue dans un jardin royal. Elle portait la même chemise blanche usée qu'elle avait mise pour aller travailler.
le même jean délavé, les mêmes chaussures en toile aux semelles usées. Son visage était pâle, ses yeux gonflés et rougis par les pleurs, le manque de sommeil et l'épuisement total. Elle serrait contre sa poitrine les deux anses de son vieux sac, comme s'il s'agissait du seul bouclier dont elle disposait contre les centaines de regards qui la transperçaient. Des chuchotements s'élevèrent aussitôt, se propageant rapidement comme une traînée de poudre. C'est la fille qu'ils ont accusée d'avoir kidnappé monsieur Edmund aujourd'hui. Comment ose-t-elle revenir? Sans vergogne, et elle se montre encore. Warren Price bondit du coin comme un chien de garde fidèle, le visage rouge de colère, bloquant Belle avant qu'elle ne puisse faire un autre pas. « Tu oses revenir ici? » cria-t-il, la bave aux lèvres. « Je t'ai dit de ne plus jamais montrer ton visage ici. Tu veux que j'appelle les flics tout de suite? » Warren leva la main, prêt à repousser Belle dehors. « Stop! » Une voix grave et autoritaire retentit depuis la scène, couvrant la musique, les chuchotements et même les respirations dans la salle. Warren se figea, les mains toujours en l'air, le visage livide, tous les regards tournés vers la scène. Jasper Kensington sortit de derrière le rideau de velours rouge, vêtu d'un costume noir, d'une chemise blanche, sans cravate, le bouton du haut ouvert, un micro dans la main droite. Il était étrangement calme, mais son regard était glacial. « Laissez-la entrer, dit-il, sans élever la voix. Pourtant, chaque mot avait le poids d'un ordre auquel personne ne pouvait s'opposer. C'est l'invitée la plus importante de ce soir. La salle devint silencieuse. L'invitée la plus importante, la serveuse accusée d'enlèvement. Warren baissa la main et recula, le visage livide. Ne comprenant pas ce qui se passait, Camille resta sur scène, le micro toujours à la main, un sourire figé sur les lèvres. Son regard se posa rapidement sur Jasper, puis sur Belle, puis de nouveau sur Jasper. Quelque chose n'allait pas, elle le sentait. Son instinct de survie aigu lui criait de se méfier. Mais avant qu'elle n'ait pu réagir, Jasper descendit de la scène, passa devant elle et se dirigea vers Belle. Camille se précipita derrière lui attrapa le bras, le tira en arrière, approcha sa bouche de son oreille et lui murmura dans un murmure paniqué. « Chérie, pourquoi as-tu amené cette fille ici? Elle va gâcher la fête. Jette-la dehors, écoute-moi. Mets-la dehors tout de suite. » Jasper s'arrêta. Il se tourna vers Camille. Puis, doucement, très doucement, il détacha les doigts de Camille de son bras, un par un. Un petit geste, mais définitif et si froid que Camille recula d'un pas, comme si elle avait été giflée par une main invisible. Jasper remonta sur scène et prit le micro. La salle était complètement silencieuse. Ce soir, Camille vient de vous raconter une histoire très émouvante. La voix de Jasper était calme, posée, comme s'il parlait de la météo, de la façon dont elle avait courageusement cherché mon père toute la nuit, de son amour pour cette famille. Très émouvant. Il fit une pause. Mais j'ai une autre version de cette histoire, une version plus vraie et bien plus brutale. Camille se tenait sous la scène, son teint commençait à changer, ses yeux clignaient trop vite. Jasper plongea la main dans la poche de son costume et en sortit une petite télécommande qu'il brandit pour que tout le monde puisse la voir. « Et j'ai un cadeau pour toi, Camille. Pour toi et pour la conscience de nous tous. » Clic. Jasper appuya sur le bouton de la petite télécommande. Derrière la scène, l'énorme écran LED qui avait été caché sous un rideau de velours rouge s'alluma. Une lumière bleu-blanche aveuglante inonda le hall du restaurant, surpassant même la lueur dorée et chaleureuse des lustres en cristal. Des centaines de visages se tournèrent vers le haut en même temps. Les images de la caméra de surveillance commencèrent à défiler. L'image était en noir et blanc, légèrement granuleuse mais nette, claire jusque dans les moindres détails. L'angle de la caméra numéro 4 à l'intersection de la route 57 et du terrain vague. L'heure indiquée était 7h45 la nuit dernière. La route était déserte. Les mauvaises herbes envahissaient les terrains de chaque côté. Puis une Porsche rouge rutilante entra dans le champ et s'arrêta le long de l'accotement herbeux. La portière du conducteur s'ouvrit. Camille Ashford en sortit, ses talons claquant sur le trottoir mouillé, ses cheveux fouettés par le vent, et elle contourna la voiture pour se rendre du côté passager. Elle ouvrit la porte, se pencha et tira Edmund hors de la voiture. Le vieil homme lutta pour s'agripper au cadre de la porte, résistant faiblement. Camille lui arracha les mains et le poussa violemment dans la poitrine. Edmund tomba en arrière, son dos heurtant une flaque noire et boueuse, ses jambes battant l'air. Sa canne fut projetée loin, roulant et tournoyant parmi les mauvaises herbes. Camille se tenait debout au-dessus du vieil homme qui se tordait de douleur sur le sol, la bouche animée d'un réprimande furieuse, le doigt pointé vers son visage. Puis elle se détourna, s'éloigna, claqua la porte
démarra le moteur et s'enfonça dans l'obscurité, laissant son beau-père seul dans le terrain vague. Alors que la pluie s'intensifiait, la fête s'est complètement figée. Le jazz s'était arrêté à un moment donné et personne ne savait quand. Les verres de vin se sont arrêtés à mi-chemin de leurs lèvres. Les fourchettes se sont arrêtées au-dessus des assiettes. Des centaines d'yeux se sont écarquillés d'horreur, rivés à l'écran, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Certaines personnes ont levé les mains pour se couvrir la bouche. D'autres secouèrent lentement la tête. Dans un coin, les 3 journalistes sortirent discrètement leur téléphone et enregistrèrent tout. La vidéo continua de tourner pendant 10 minutes, selon l'horodatage, alors qu'Edmund gisait toujours immobile dans la boue, tandis que la pluie fouettait son corps sans pitié. Une vieille camionnette cabossée apparut au loin, ses phares jaunes pâles faibles, se dirigeant lentement vers lui. Le camion s'est arrêté. Une porte s'est ouverte. Une petite fille a sauté dehors, s'est précipitée sous la pluie et a couru droit vers le vieil homme, Bell Harper. Elle s'est agenouillée dans la boue, a retiré sa veste de travail, l'a drapée sur ses épaules, puis l'a soulevé, soutenu, guidé pour qu'il se relève lentement, prudemment, doucement, et l'a aidé à monter dans son vieux camion cabossé. La tendresse et la compassion étaient visibles dans chaque mouvement capturé par la caméra. Une tendresse que personne dans cette salle somptueuse n'avait jamais témoignée à un parfait inconnu au milieu d'une tempête, alors que personne ne regardait, que personne ne tenait les comptes et qu'aucune récompense n'attendait. Non. Le cri de Camille déchira l'air glacial. Elle se précipita vers l'écran comme une folle. Ses talons hauts glissèrent sur le marbre et elle faillit tomber. « Éteignez ça! Teignez ça tout de suite! C'est faux! Qu'est-ce que tu fais, Jasper? Teignez ça! » Elle se précipita sur la scène et tenta d'arracher la télécommande des mains de Jasper, mais celui-ci se contenta de se déplacer légèrement. Calme, froid, il laissa la vidéo continuer à tourner. Jasper la laissa tourner jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la vieille camionnette de Bell emporte Edmund hors du cadre, les petits feux arrière s'estompant dans la pluie. Ce n'est qu'alors que l'écran devint noir. Le hall du restaurant resta silencieux. Jasper descendit de la scène et se dirigea directement vers Camille, qui se tenait tremblante au centre de la pièce, sa robe émeraude semblant soudainement déplacée et indécente face à la vérité qui venait d'être révélée. Il s'arrêta à 3 pas d'elle. Sa voix était douce, posée, mais tranchante comme une lame de rasoir. « Tu as dit que tu avais emmené papa se promener dans Central Park. Un pas de plus. Tu as dit que Belle l'avait kidnappé. Un autre pas. Tu as dit que tu aimais cette famille. Un autre pas. » Il se tenait désormais juste devant Camille, la dépassant d'une tête, son ombre tombant sur elle comme une sentence. Camille recula, la panique dans les yeux, les pupilles dilatées, le souffle court. Elle s'accrocha à sa dernière bouée de sauvetage, les larmes coulant sur ses joues. Et cette fois, elles étaient peut-être réelles. Elle se précipita et attrapa la veste de Jasper, suppliant d'une voix brisée. « Je ne... » Il était confus. Il n'arrêtait pas de m'embêter. Il n'arrêtait pas de m'irriter. « Jasper, s'il te plaît, je ne voulais pas. J'ai juste perdu le contrôle pendant un instant. Tais-toi. » 2 mots, seulement 2. Mais la voix de Jasper prit un ton que très peu de personnes dans la pièce avaient déjà entendu. Ce n'était pas la voix d'un mari en colère. Ce n'était pas la voix d'un employeur déçu. C'était la voix du patron de Kensington, prononçant son verdict final. Toute la pièce frémit. Les visages dangereux dans la foule, les hommes de son cercle restreint, échangèrent des regards. Ils connaissaient cette voix. Ils savaient que lorsque Jasper Kensington parlait avec cette voix, c'était fini. Pas d'appel, pas de négociation, pas de seconde chance. Jasper retira la main de Camille de sa veste, comme s'il enlevait quelque chose de sale. Puis il fit un signe de la main à Beck Connolly près de la porte. « Emmenez-la. Appelez mon avocat. Je veux qu'elle soit poursuivie pour agression volontaire et maltraitance envers une personne âgée dès ce soir. » Beck acquiesça et fit un signe en plissant légèrement les yeux. 2 grandes gardes s'approchèrent, chacun saisissant un bras de Camille et la soulevant du sol. Camille hurla et se débattit, ses cheveux se détachant sur son visage. Son mascara coulait en longues traînées noires sur ses joues. Son collier de diamants glissait de travers sur sa gorge, scintillant d'une manière qui semblait soudain obscène. « Tu vas le regretter, Jasper. Tu regretterais. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous aime comme moi. Jamais. » Sa voix s'affaiblit, puis disparut lorsque la lourde porte en bois au fond du hall se referma. Boum! Silence. Jasper resta debout au milieu de la pièce pendant 1 seconde, prit une profonde inspiration, puis se tourna vers un coin.
Son regard balaya la foule et se posa sur une silhouette qui tentait de se faufiler entre les employés, courbés vers la sortie de la cuisine. Warren! Un seul mot. Warren Price se figea comme s'il avait reçu une balle. Il se retourna, le visage pâle comme du papier, le front couvert de sueur. « Où vas-tu? » demanda Jasper d'une voix lourde comme du plomb. « Patron! Patron! » Warren s'effondra à genoux sur le marbre, la sueur coulant sur ses tempes, les mains jointes, suppliant. « Je ne faisais que suivre les ordres de Mademoiselle Camille. J'ai été forcé. Je n'avais pas le choix. Épargnez-moi, je vous en prie. » « Non! » Jasper l'interrompit d'une voix glaciale. « Tu n'as pas été forcé, tu as choisi ton camp. Tu as choisi d'écraser ta propre employée pour flatter quelqu'un de puissant. Tu as arraché le sac de Belle et tu as jeté toutes ses affaires par terre devant tout le monde. Tu as écrasé les médicaments de son frère sous ta chaussure. Vous saviez qu'elle était innocente, mais vous avez quand même contribué à l'humilier juste pour faire plaisir à Camille. » Jasper se tourna vers la foule, sa voix résonnant dans le hall. « Warren Price est immédiatement licencié et j'enverrai personnellement des lettres à tous les restaurants de l'Association des restaurateurs de Chicago. Il ne retrouvera plus jamais de travail dans ce secteur. » Warren s'effondra complètement sur le sol, ensanglantant, les larmes et la morve coulant sur son visage autrefois arrogant. Personne ne lui a jeté de la nourriture. Pas une seule main ne s'est tendue. Le long du couloir de la cuisine, les employés du restaurant se tenaient debout et regardaient. Des gens que Warren avait intimidés, criés dessus et humiliés chaque jour. Et maintenant, ils regardaient la scène avec des yeux brillants d'une satisfaction dure et soulagée qu'ils avaient attendu longtemps pour ressentir. Le hall du restaurant resta plongé dans un lourd silence après que Warren eut été emmené. Jasper resta debout au milieu de la pièce pendant un bref instant, prit une profonde inspiration, puis se retourna et monta sur la scène. Ses pas résonnaient sur le marbre, lents et réguliers. Chaque pas portait le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il se dirigea directement vers Belle. Elle se tenait toujours à l'endroit exact où elle était entrée au début de la soirée, sans avoir fait un seul pas, comme si ses pieds étaient cloués au sol. Des larmes coulaient sur son visage pâle, mais elle ne leva pas la main pour les essuyer et ne fit aucun bruit. Depuis le moment où elle avait franchi les portes du restaurant jusqu'à présent, Belle Harper n'avait pas été capable de prononcer un seul mot. Elle était restée là, les deux mains agrippées à la bandoulière de son sac contre sa poitrine, les yeux écarquillés, regardant tout basculer en quelques minutes. Le masque de Camille arraché. Camille traînée dehors, Warren tombant à genoux, Warren tirant. Tout s'était passé trop vite, trop fort, comme un tourbillon emportant tout ce en quoi elle avait cru. Cette matinée était figée et immuable. Jasper s'arrêta devant elle. À un pas d'elle, il la regarda ses yeux gonflés d'avoir pleuré, regarda la vieille chemise blanche usée parmi la soie et le satin, regarda ses chaussures en toile dont les semelles étaient usées par le marbre brillant, regarda sa main agrippée à la bandoulière de son sac jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Puis Jasper Kensington, l'homme le plus puissant de la pièce, celui que personne dans le milieu criminel de Chicago n'osait regarder dans les yeux, posa lentement son genou droit sur le sol en pierre froide, puis son genou gauche. Toute la salle retint son souffle. Le bruit du tissu de son costume touchant le marbre était douloureusement clair dans le silence absolu. Le parrain de la mafia le plus redouté de Chicago était agenouillé aux pieds d'une pauvre serveuse. Belle tressaillit et recula d'un demi-pas, les yeux écarquillés, secouant la tête. « Que faites-vous? » J'étais aveugle. La voix de Jasper était rauque, résonnant dans le silence étouffant du hall. « J'ai utilisé mon argent et mon pouvoir pour piétiner la seule personne ici qui ait un cœur en or. Belle, tu as sauvé la vie de mon père quand ma famille l'a abandonné sans pitié. Tu l'as ramené chez toi. Tu l'as ramené chez toi. Tu lui as préparé du porridge avec les derniers aliments que tu avais chez toi. Tu as raccommodé ses vêtements. Tu lui as écrit un mot pour lui dire de manger le porridge tant qu'il était chaud. Alors que ton petit frère était malade et avait besoin de médicaments, alors que tu croulais sous les dettes, alors que tu n'avais rien d'autre que ta gentillesse. » Jasper déglutit, la voix tremblante. « Et je t'ai remercié en déchirant tes vêtements devant tout le monde. J'ai ordonné qu'on te jette dans une ruelle comme si tu n'étais qu'un déchet. Je t'ai menacé. Je t'ai pris ton travail, ton revenu, ta dignité. J'ai cru un menteur et condamné celle qui disait la vérité. » Il baissa la tête si bas que son front touchait presque la pierre froide. « S'il te plaît, pardonne ma stupidité et ma cruauté. » Belle regarda l'homme agenouillé à ses pieds. Ses lèvres tremblaient, son menton frémissait, ses larmes coulaient plus fort, mais elle ne faisait toujours aucun bruit.
Sa main serra la sangle du sac jusqu'à ce que ses articulations craquent. Elle prit une profonde inspiration et dit, d'une voix faible mais claire dans la pièce silencieuse, « Lève-toi, Jasper ne bougea pas. »« Je t'ai dit de te lever, » répéta Belle, d'une voix plus ferme cette fois. « Je n'ai besoin de personne à genoux devant moi. Je n'ai pas besoin de ça. » Jasper leva le visage et la regarda droit dans les yeux. « Non, j'ai besoin de faire ça. Pas parce que vous en avez besoin, mais parce que j'en ai besoin. Pour que vous puissiez voir que mon argent n'est pas au-dessus de ta dignité. Comme tout le monde dans cette pièce peut le voir, le pouvoir ne donne à personne le droit de piétiner la gentillesse. Et donc je n'oublierai jamais que j'avais tort. Complètement tort. J'avais tort jusqu'à la moelle. À ce moment précis, la porte de la salle VIP au fond du hall s'ouvrit de manière inattendue. Le doux bruit des roues roulant sur le marbre flottait dans l'air. Madame Patterson, la gouvernante aux cheveux gais, poussa lentement un fauteuil roulant au centre de la pièce. Dans le fauteuil, Edmund Kensington était assis bien droit, fraîchement lavé, vêtu d'un costume gris impeccable, ses cheveux argentés lissés. Il était toujours mince, son visage toujours ridé. Mais surtout, ses yeux avaient retrouvé leur sérénité. Plus de panique, plus de peur. Et lorsque ses vieux yeux balayèrent le hall, la foule inconnue, puis se posèrent sur Belle, ils s'illuminèrent soudain comme deux bougies allumées dans l'obscurité. Edmund essaya de se lever de son fauteuil, écartant ses bras tremblants et frêles, son visage ridé s'illuminant du sourire le plus radieux qu'il pouvait afficher, sa voix tremblante, mais remplie de joie. « Gentille fille, bon porridge, tu es là. » Belle s'effondra. Tout ce qu'elle avait retenu depuis le début de la soirée, depuis ce matin-là, depuis la nuit précédente, toute la douleur, l'humiliation, l'épuisement, la solitude, tout cela jaillit en un seul sanglot étouffé. Elle descendit de la scène en courant, passa devant Jasper, toujours à genoux, devant la foule essoufflée, se précipita vers le fauteuil roulant et tomba à genoux à côté d'Edmund, enlaçant le vieil homme. « Monsieur » pleura-t-elle, le visage enfoui dans son épaule. « Vous allez bien, vous allez bien. J'avais tellement peur. » Edmund la serra dans ses bras minces mais chaleureux. Sa main ridée caressait ses cheveux. Sa voix tremblait d'une douceur indescriptible. « Ne pleure pas, mon enfant. Je suis là maintenant. Je vais bien. Personne ne peut plus te faire de mal. » Tout le hall du restaurant regardait en silence ces deux personnes enlacées. Un vieil homme de 74 ans, la mémoire défaillante, et une serveuse de 27 ans, pauvre comme job. Deux personnes sans lien de sang, sans lien de classe, sans lien de monde, mais unies par une nuit pluvieuse, un bol de porridge chaude et de la plus simple des bontés humaines. Quelques clients levèrent discrètement la main pour essuyer leurs larmes. Jasper se leva lentement du sol en pierre froide, lissant les genoux de son pantalon de costume où la poussière s'était accrochée. Il se tourna vers la table près de la scène où Beck avait déjà disposé une porte-document en cuir noir et une épaisse enveloppe blanche, comme Jasper l'avait demandé plus tôt dans l'après-midi. Jasper prit les deux et se dirigea vers Belle, qui était agenouillée à côté du fauteuil roulant d'Edmund, tenant toujours la main du vieil homme, les yeux rougis mais plus fermes à présent. « Biel » dit Jasper d'une voix basse mais suffisamment claire pour que toute la pièce puisse l'entendre. « Levez-vous, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire. » Belle leva les yeux vers lui, hésita, puis se leva lentement, une main toujours posée sur l'épaule d'Edmund. Jasper ouvrit l'enveloppe blanche, en sortit un chèque et le tendit à Belle. « C'est un chèque de 5 millions de dollars. Je l'ai déjà signé, dit-il. C'est pour que Tommy bénéficie des meilleurs soins post-opératoires et que vous n'ayez plus jamais à vous soucier des factures. Je sais que la dette a été effacée cet après-midi, mais considérez cela comme le fondement d'une nouvelle vie. » La salle fut envahie par des murmures stupéfaits. 5 millions de dollars. Les chuchotements se propagèrent dans le hall comme des ondulations. Certains yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Certaines têtes se secouèrent d'admiration. Certains sourcils se froncèrent dans un calcul. 5 millions de dollars. Une fortune que la plupart des personnes présentes dans cette salle mettraient toute une vie à gagner. Elle était désormais entre les mains d'une serveuse. Jasper tendait ensuite le dossier en cuir noir. « Et voici un contrat de nomination, dit-il. Je voudrais vous inviter à devenir directrice de la qualité du service pour l'ensemble de la chaîne de restaurants Golden Fork. Le salaire, les avantages sociaux, l'assurance pour vous et Tommy. Tout est clairement indiqué dans le contrat. J'ai besoin de quelqu'un avec un cœur comme le vôtre pour m'assurer que personne, client ou employé, ne soit jamais traité aussi mal que vous l'avez été hier. » Belle fixa le chèque qu'elle tenait dans sa main. Les lettres et les chiffres flottaient devant ses yeux à travers ses larmes.
5 millions de dollars. Tommy pourrait se faire opérer. Tommy pourrait vivre. Tommy n'aurait plus à se soucier des factures de l'hôpital. Tommy n'aurait plus à demander à sa sœur pourquoi il n'y avait pas de pilule bleue aujourd'hui. Belle prit une profonde inspiration, essuya ses larmes avec le dos de la main, puis regarda Jasper droit dans les yeux. « Je vais prendre l'argent, dit-elle sans détour, sans aucune timidité ni excuse. Parce que Tommy en a besoin pour vivre, je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas refuser la vie de mon frère juste pour paraître noble. » Jasper acquiesça, mais Belle n'avait pas fini. Elle prit le dossier en cuir noir, parcourut la première page, puis le posa sur la table la plus proche. Doucement, mais fermement. Quant à ce travail, elle dit « Je ne l'accepte pas pour l'instant. » Jasper fronça les sourcils, surpris. La salle murmura à nouveau, plus fort qu'auparavant. Elle avait refusé. Elle avait pris 5 millions de dollars, mais avait refusé un poste de directrice. Stupide, arrogante ou cupide. Elle en demandait toujours plus. Belle se moquait des murmures. Elle soutint le regard de Jasper sans crainte, sans reculer, sans haine, seulement avec l'honnêteté simple de quelqu'un qui avait déjà touché le fond du gouffre et n'avait plus rien à perdre. « Pensez-vous que l'argent et les titres peuvent effacer l'arrogance, Jasper? » demanda-t-elle d'une voix calme. « Vous vous êtes agenouillé et vous vous êtes excusé. Bien. Vous avez diffusé la vidéo et dénoncé Camille. Bien. Vous avez licencié Warren. Bien. Mais je vais vous poser une question. » Elle s'approcha, le menton levé car il était beaucoup plus grand qu'elle, mais ses yeux restaient au niveau des siens. « As-tu déjà vraiment compris ce que l'on ressent en tant que serveuse? Ce que l'on ressent lorsque les personnes que l'on sert te regardent de haut? Ce que l'on ressent lorsque tes jambes te font mal au point de devenir engourdi après 12 heures d'affilée debout? Ce que l'on ressent lorsqu'un client te crie dessus pour une petite erreur et que tu dois quand même baisser la tête, sourire et dire que tu es désolé? Ce que l'on ressent lorsqu'on porte un plateau de nourriture qui coûte plus cher que son salaire mensuel et qu'on n'ose même pas avaler sa salive. » Jasper resta silencieux. La pièce resta silencieuse. « Vous n'avez jamais compris, » continua Belle, sans colère dans la voix. « C'est vrai parce que vous ne l'avez jamais vécu. Vous êtes assis en hauteur et vous regardez de haut. Vous signez des chèques, vous donnez des ordres. Vous pensez que cela suffit, mais vous ne savez pas, quelle odeur a le nettoyant pour toilette quand il te pique le nez. Tu ne sais pas ce que ça fait quand tes mains te piquent à force de laver des centaines de verres chaque soir. Tu ne connais pas l'humiliation d'un manager qui crache par terre à côté de ta main. » Elle fit une pause, puis dit « J'accepterai ce travail à une condition. » La pièce retint son souffle. « 1 semaine, » dit Belle d'une voix claire et posée. « Vous retirez ce costume coûteux. Vous enfilez un uniforme de serveur. Vous portez des assiettes, essuyez les tels avec les verres, servez les clients et apprenez à dire « Oui, monsieur » et « Oui, madame » à tout le monde, même aux personnes que vous considérez comme inférieures à vous. 1 semaine sous ma supervision. » Elle leva le menton, le regard provocateur mais sincère. « Tu peux le faire, patron? » Le restaurant se figea pour ce qui semblait être la 1000e fois de la soirée. Faire en sorte que Jasper Kensington, le parrain de la mafia le plus redouté de Chicago, porte des assiettes, essuie des tables et nettoie des toilettes. Était-ce une humiliation ou une leçon? Une vengeance ou un sauvetage? Jasper regarda Belle, longuement, profondément, dans ses yeux gonflés par les larmes, mais toujours animés d'une flamme obstinée. Il n'y vit pas une vengeance mesquine. Il n'y vit pas la joie d'exercer un pouvoir. Il y vit du sérieux, de la sincérité, le genre qui voulait vraiment qu'il devienne meilleur. Pas par des mots ou de l'argent, mais par une expérience réelle. Jasper se tourna et regarda Edmund. Le vieil homme était assis dans son fauteuil roulant, les yeux troubles, mais désormais animé d'une rare étincelle de vivacité. Sa bouche esquissa un doux sourire, et il hocha lentement la tête, comme pour dire à son fils « Fais-le, c'est la bonne décision. » Jasper prit une profonde inspiration. Il porta sa main droite à son col, attrapa le nœud de sa cravate et tira dessus. Le nœud se desserra. Il retira la cravate en soie coûteuse de son cou, la plia soigneusement et la posa sur la table à côté du dossier. « D'accord, » dit-il fermement sans hésitation. Puis il se tourna vers la foule stupéfaite, bouche bée, les yeux écarquillés. « La fête s'arrête ici. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez rentrer chez vous. » Il fit une pause, laissant son regard glisser sur chaque visage. « Demain, le Golden Fork ouvrira comme d'habitude, mais il y aura un nouveau serveur, et j'espère que vous le traiterez comme vous traitez tous les autres serveurs. » Tôt le premier matin, la Maybach de Kensington était introuvable. Jasper Kensington se tenait sur le seuil de l'appartement 402,
débarrassé de son costume italien et de sa cravate en soie. Il ne portait qu'un simple t-shirt noir et un jean usé, ressemblant à n'importe quel autre homme du sud de la ville. Pourtant, ses yeux avaient toujours le regard perçant d'un prédateur. Belle ne lui donna pas d'uniforme. Elle désigna le sol froid et fissuré dans le coin du petit salon. « Il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles ici, Jasper, dit-elle. Tu dors là, tu gardes cette porte, et tu n'utilises pas ton nom pour résoudre nos problèmes. » Jasper, qui dormait habituellement sur des draps en soie mille-fils, étendit une fine natte sur le sol dur. Cette nuit-là, l'odeur de moisi et les sirènes lointaines remplacèrent le silence de son manoir. Il ne se plaignit pas. Il resta éveillé, une ombre silencieuse veillant sur Belle et Tommy. Troisième jour, un bruit sourd secoua la porte en bois pourri. 3 hommes, des requins solitaires armés de barres de fer rouillées, firent éruption, réclamant les intérêts d'une dette que Belle avait longtemps eu du mal à rembourser. Ils ne savaient pas que l'homme qui se dressait sur leur chemin était le roi de la pègre de Chicago. L'instinct de Jasper lui criait de saisir une lame cachée, d'appeler Beck et de faire disparaître ces hommes de la surface de la terre. Mais il se souvint de sa promesse. Il n'utilisa que sa force brute et ses poings nus. Ce fut une danse brutale et silencieuse de violence. Jasper les neutralisa en quelques minutes, ses jointures se fendant lorsqu'il les jeta dans la ruelle sombre. Lorsque la police locale arriva plus tard, alerté par un voisin, Jasper n'a pas brandi de pot de vin, ni la carte d'un avocat influent. Il est resté dans l'ombre, silencieux, endurant les questions brutales et le manque de respect flagrant d'un policier débutant qui le traitait comme une ordure. Pour la première fois, il a ressenti ce que c'était que d'être impuissant aux yeux de la loi. 5e jour. Jasper s'agenouilla, non pas sur le carrelage d'un restaurant, mais sur le sol graisseux de la minuscule cuisine de Belle. Il s'efforçait de réparer une fuite de gaz avec une clé rouillée, ses mains coûteuses couvertes de crasse et de suie. Plus tard, il se tint debout devant le seul brûleur qui crépitait, la chaleur intense lui piquant le visage alors qu'il essayait de préparer un repas simple pour Tommy pendant que Belle était au travail. Il réalisa alors que chaque repas que Belle lui avait servi n'était pas seulement une assiette de nourriture. C'était le résultat difficile d'une lutte quotidienne contre la pauvreté. Il comprit qu'il était facile d'être un patron quand on avait tout. Mais maintenir un foyer avec rien d'autre qu'une cuisinière cassée et un cœur féroce était le travail le plus difficile au monde. 7e jour, le dernier jour, Jasper était assis dans la cuisine exiguë, le dos endolori par le sol, les mains calleuses et meurtries par une semaine de travail manuel et de bagarre de rue. Il regarda son reflet dans un miroir fissuré. L'arrogance avait disparu, remplacée par un respect profond et silencieux pour la femme qui vivait cette vie chaque jour. Il n'avait seulement protégé sa maison. Il avait enfin vu le monde à travers ses yeux. Il avait réussi l'épreuve la plus difficile de sa vie. Il avait appris à être un homme sans son trône. L'opération avait été un succès quelques jours auparavant. Grâce au oui, le médecin avait autorisé Tommy à sortir plus tôt que prévu, car son corps réagissait mieux que quiconque n'osait l'espérer. La peau de Tommy semblait plus saine, elle n'avait plus cet aspect cireux des mois précédents. Il était toujours mince, ses pommettes toujours saillantes, mais ses yeux brillaient d'une lumière vive et scintillante. Belle avait eu très peur de ne plus jamais revoir. « Biel, Belle, cet endroit est tellement joli !» s'écria Tommy en tournant la tête dans toutes les directions pour admirer les lustres en cristal, les sols en marbre, les plafonds vertigineux. Tout était nouveau et miraculeux pour un enfant qui n'avait jamais mis les pieds dans un endroit plus luxueux qu'un appartement humide au 4e étage dans le sud de la ville. Le regard de Tommy se posa sur Jasper, qui se tenait à côté de Belle près de l'entrée du restaurant. Jasper ne portait pas de smoking. Il était toujours vêtu de son simple t-shirt noir, les jointures des doigts meurtris et le visage fatigué, mais il semblait plus serein que jamais. « Monsieur Jasper !» s'écria Tommy en agitant la main avec enthousiasme. Jasper se précipita vers les 2 fauteuils roulants. Il s'accroupit à la hauteur des yeux de Tommy et lui fit d'un clin d'œil. « Hé, champion, tu es superbe aujourd'hui !» Jasper n'attendit pas l'arrivée d'un serveur. Il poussa lui-même le fauteuil roulant de son père jusqu'à une table tranquille. Ses grandes mains rugueuses, désormais cailleuses après une semaine de dur labeur dans le sud, bougeaient avec une douceur qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Sans un mot, il prit une serviette en lin et essuya soigneusement un peu de poussière sur la joue de son père. Il n'avait pas besoin d'un uniforme pour montrer qu'il avait changé. Il avait appris que le véritable service commençait avec ceux que l'on aime. Lorsque le dernier client quitta le restaurant, lorsque la porte vitrée se referma, lorsque la musique de fond s'éteignit, Jasper s'effondra sur une chaise en plastique dans la salle du personnel. Les jambes tremblantes, le dos indolori,
les épaules lourdes, la sueur imprégnant le tissu dans son dos. Mais dans sa poitrine, il ressentait une légèreté qu'il n'avait jamais connue, comme si quelqu'un avait retiré un énorme poids de son cœur. Un poids qu'il portait depuis des années, sans même s'en rendre compte. Des pas légers se firent entendre. Bell entra dans la salle du personnel avec un verre de jus d'orange frais et le posa devant lui. Jasper fixa le jus d'orange. Il se souvenait du jus d'orange dans lequel Camille avait drogué son père. Ce verre était différent. Clair, lumineux, parfumé, il ne renfermait aucun secret, aucune intrigue, seulement la plus simple des gentillesses. « Tu t'en es bien sorti, » dit Bell d'une voix plus douce que le premier jour. Pas de défi acerbe, pas de distance délibérée, seulement une reconnaissance sincère. Bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Jasper but son jus d'orange, posa le verre sur la table et la regarda. « Merci, » dit-il d'une voix basse et lente, chaque mot chargé de réflexion. Je pensais que je dirigeais cet endroit avec ma tête et mon argent, mais j'avais tort. Tu dois le diriger avec tes mains et avec ton cœur. Bell le regarda et acquiesça lentement. Il n'y avait rien d'autre à dire. Le test était terminé et il l'avait réussi. Le restaurant était calme, seul le doux éclat de quelques lustres en cristal qui n'avaient pas encore été éteints répandait une lumière dorée et chaleureuse sur le sol en marbre. Jasper et Bell étaient toujours assis dans la salle du personnel, lui adossé au mur, elle en face de lui sur une chaise en plastique. Entre eux, un verre de jus d'orange vide et le silence confortable de deux personnes qui venaient de passer ensemble un long test. Dring, dring. Le téléphone de Bell vibra sur la table. L'écran fissuré affichait un numéro inconnu avec un préfixe de hôpital. Bell décrocha, la voix fatiguée. « Allô ?» Silence pendant une seconde à l'autre bout du fil. Puis la voix du médecin se fit entendre, calme et claire. Bell écouta, les yeux s'écarquillant lentement, puis s'écarquillant davantage, puis s'écarquillant tellement que Jasper, assis en face d'elle, se pencha en avant, alarmé. « Oui, oui. Est-ce vrai? » Bell bondit de sa chaise, une main couvrant sa bouche, tout son corps tremblant, la voix brisée par les sanglots. « Est-ce vrai, docteur? Est-ce vraiment vrai? » Des larmes coulaient sur son visage. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, d'humiliation ou de désespoir. C'étaient des larmes de bonheur, le genre de larmes dont Bella Harper avait oublié la sensation depuis longtemps. « Merci, docteur. Merci, 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 mon Dieu, merci. » Elle raccrocha et se tourna vers Jasper, le téléphone toujours serré dans sa main tremblante, les yeux brillants comme deux étoiles dans un visage baigné de larmes. « Le docteur vient d'appeler, » dit-elle d'une voix rauque mais radieuse. Le cœur de Tommy s'est parfaitement adapté au nouveau. Tous les chiffres sont bons. Aucun signe de rejet. Son corps réagit à merveille. Le médecin dit que Tommy peut vivre normalement, Jasper. Normalement, il peut courir, aller à l'école, jouer, tout faire. Tommy est sauvé. Jasper bondit de sa chaise. Il oublia sa fatigue. Oublia ses jambes endolories et son dos douloureux après 7 jours de service. Oublia ses callosités brûlantes et ses genoux usés. Il s'avança, enlaça Bell de ses 2 bras, la souleva du sol et la fit tournoyer une fois dans le restaurant silencieux. Bell poussa un cri de surprise, ses mains agrippant instinctivement ses épaules. Puis elle rit. Un rire clair et joyeux résonna dans le vaste espace où seules des lumières tamisées subsistaient et où seules 2 personnes se tenaient debout, leur rire se rencontrant et s'entremêlant. Jasper rit aussi. Son rire était grave et chaleureux, rauque de fatigue, mais rempli d'une joie authentique. Le genre de joie qui ne s'achète pas avec de l'argent, qui ne s'échange pas contre du pouvoir, qui ne se trouve dans aucune soirée mondaine. Jasper reposa Bell, mais ne la lâcha pas. Ils restèrent là, assez près l'un de l'autre pour entendre leur cœur battre plus vite que d'habitude. Bell leva les yeux vers lui, les yeux encore brillants de larmes, les joues roses. Jasper la regarda, la douce lumière dorée adoucissant son visage, le rendant bien plus aimable que l'homme froid et effrayant en costume noir d'il y a une semaine. Pour fêter cela, dit Jasper d'une voix plus douce, profonde et chaleureuse, qui n'était plus une voix de commandement ou d'excuse, mais celle de quelqu'un qui choisissait chaque mot avec soin, de peur de dire quelque chose de mal. J'ai une proposition à te faire. Ce n'est pas un ordre de patron. Ce n'est pas une faveur accordée par un homme riche. L'invitation d'un ami. Il fit une pause et déglutit. Ou peut-être quelque chose de plus. Les joues de Belle rougirent davantage. Elle ne retira pas ses mains de ses épaules. Elle ne recula pas. « Emmène mon père et Tommy à la mer. » Jasper poursuivit. « Un voyage pour se ressourcer. Juste nous 4. Pas de restaurant, pas de costume, pas d'uniforme, pas de plateaux en argent, pas de sol en marbre,
Juste du sable blanc, un soleil chaud, les vagues de la mer et la paix. Il la regarda dans les yeux. Tu vas dire oui? Belle le regarda dans les yeux qui, une semaine auparavant, avaient été glacés lorsqu'il avait lancé ces deux mots « tais-toi » dans le hall du restaurant, mais qui étaient maintenant si chaleureux et sincères qu'elle pouvait sentir leur chaleur l'envahir. Elle regarda les mains calleuses posées légèrement sur sa taille, des mains qui avaient appris à porter des assiettes, à essuyer des tables, à frotter les sols, essuyer la bouche d'un vieil homme, des mains qui connaissaient désormais l'odeur de la sueur et des produits chimiques de nettoyage, des mains qui avaient appris la valeur du travail et du respect. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus le terrifiant patron de Kensington. Il n'était pas parfait non plus, mais c'était quelqu'un qui avait changé, qui était en train de changer et qui voulait vraiment s'améliorer. Et pour Belle, cela suffisait. « Je dirais oui », dit-elle doucement mais sûrement, d'une voix ferme, le regard inébranlable. « Pour M. Edmond, pour Tommy », fit-elle après une pause, puis elle ajouta plus doucement, les joues encore plus rouges, « et parce que je veux y aller aussi. » 2 jours plus tard, un SUV blanc glissait doucement le long de la route côtière. Des cocotiers de chaque côté projetaient leur ombre sur l'asphalte brûlant. Le vent salé de l'océan s'engouffrait par les vitres baissées, apportant avec lui l'odeur du sel et du sable réchauffé par le soleil. Jasper était assis au volant, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un short kaki, ses lunettes de soleil repoussées sur le dessus de sa tête, les cheveux un peu ébouriffés par le vent. La rigidité et la froideur du parrain de la mafia de Chicago avaient complètement disparu. Pas de costume noir, pas de mâchoire serrée, pas de regard glacial. À la place, il y avait le confort décontracté d'un homme de 36 ans qui vivait pour la première fois de sa vie, comme s'il savait vraiment ce que signifiait vivre. Belle était assise sur le siège passager, ses cheveux bruns détachés flottant au vent, son bras droit tendu par la fenêtre pour attraper la brise marine, sa paume recueillant chaque courant d'air frais, un sourire paisible sur les lèvres qu'elle pensait avoir oublié comment faire. À l'arrière, les rires ne cessaient jamais. Edmond et Tommy étaient assis l'un à côté de l'autre. Les 2 fauteuils roulants étaient pliés et rangés dans le coffre. Tous deux étaient désormais assez forts pour s'asseoir correctement dans leur siège, la ceinture de sécurité bien attachée, et joints à des devinettes pendant tout le trajet. « Monsieur Edmond, quel animal a 4 pattes mais ne peut pas marcher ?» demanda Tommy, les yeux pétillants de malice. Edmond fronça les sourcils, pensif, puis se frappa la cuisse. « Un chat qui dort. Faux, une table. » Tommy rit jusqu'à se pencher sur le côté, et Edmond rit aussi. Le rire rauque du vieil homme se mêlait au rire cristallin du garçon. Un vieil homme de 74 ans et un enfant, 2 générations séparées par plus de 60 ans. Pourtant, leur rire se confondait si parfaitement qu'il était impossible de distinguer leur âge, impossible de dire qui donnait de la joie et qui la recevait. Belle se retourna, les yeux humides, un sourire aux lèvres. Jasper jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, vit son père rire, vit Tommy rire, et sentit sa poitrine se réchauffer d'une manière inhabituelle. « Regarde, l'océan !» cria Tommy en pointant du doigt devant lui, où le dernier virage de la route s'ouvrait sur une vue d'eau turquoise s'étendant jusqu'à l'horizon, scintillant sous la lumière dorée du soleil, comme des millions de diamants éparpillés à la surface, tout l'après-midi sur le sable blanc et doux. Edmond et Tommy s'assirent près du rivage et construisirent un château de sable. Edmond pelletait maladroitement le sable avec ses mains fines et tremblantes, l'empilant et le tassant sans parvenir à obtenir la forme souhaitée. Le sable glissait, il pelletait à nouveau, tassait à nouveau, patient comme un enfant. Tommy était assis à côté de lui, donnant des ordres comme un petit ingénieur, demandant sérieusement de construire cette partie plus haut, d'ajouter des fenêtres ici, de creuser un fossé autour du château, et Edmond suivait chaque instruction sans poser de questions, tous deux riant et parlant sans arrêt. De temps en temps, une vague venait d'emporter un coin du château, et tous deux poussaient un cri, puis riaient, puis le reconstruisaient depuis le début. Sans irritation ni découragement, Jasper et Belle étaient assis sur 2 chaises en bois sous un parasol à quelques mètres de là, regardant un vieil homme et un garçon rivaliser de rire dans la lumière de la fin d'après-midi. Une brise marine fraîche soufflait, apportant l'odeur du sel et le murmure régulier des vagues. La paix. Une paix simple que Jasper et Belle avaient cru ne jamais pouvoir connaître. « Crois-tu au destin ?» demanda soudain Jasper, tout en regardant son père sourire sur le sable. Belle but une gorgée d'eau de coco fraîche et réfléchit un instant. « Avant, je n'y croyais pas, » dit-elle lentement. « Je ne croyais qu'aux efforts. Je croyais que si l'on essayait suffisamment, les choses finissaient par s'arranger.
Mais après cette nuit pluvieuse, elle fit une pause et regarda la mer. Peut-être que j'ai commencé à y croire parce que si je n'avais pas travaillé tard cette nuit-là, si j'avais pris un autre chemin, si j'avais appuyé sur l'accélérateur et continué à rouler au lieu de freiner, tout aurait été différent. Tout s'est joué sur un choix, une seconde d'hésitation. Jasper se tourna vers elle. Le vent marin souffla une mèche de cheveux bruns de Belle sur sa joue, s'accrochant au coin de sa bouche. Il leva la main et la glissa doucement derrière son oreille. Le geste était si naturel qu'il le fit avant d'avoir eu le temps de réfléchir, et si intime qu'ils se sentirent tous deux un peu mal à l'aise pendant un instant. Ses doigts effleurèrent son oreille, touchèrent légèrement sa peau, puis se retirèrent. Belle ne se recula pas. Elle inclina seulement légèrement la tête, les joues réchauffées par le soleil de fin d'après-midi. « Moi aussi, dit Jasper doucement, d'une voix plus basse que le bruit des vagues. Cette nuit-là, j'ai failli perdre mon père. Mais grâce à toi, je l'ai retrouvé, et je t'ai trouvé. » Silence pendant un moment. Le vent marin soufflait dans leurs cheveux. Le rire de Tommy résonnait sur le sable. Puis Jasper sortit une enveloppe ouverte de la poche de son short. Le papier blanc était légèrement froissé et il le tendit à Belle pour qu'elle le voie. « Mon avocat me l'a envoyé ce matin. La lettre de Camille écrite depuis la prison. » Belle sursauta, regarda l'enveloppe, puis Jasper. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle rejette la faute sur les circonstances. Elle a blâmé la pression de vivre dans une famille riche. Elle a blâmé une enfance pauvre qui lui a donné soif d'argent jusqu'à lui faire perdre son humanité. Elle m'a demandé de retirer les accusations, disant qu'elle m'aimait toujours et qu'elle changerait si je lui donnais une chance. Jasper regarda l'enveloppe dans sa main, sa voix calme, sans colère, sans mépris, sans douleur. Puis il s'est levé de sa chaise et a marché lentement vers le rivage, où les vagues venaient et se retiraient, laissant de l'écume blanche sur le sable mouillé. Belle l'observait. Avant, j'aurais peut-être cédé. Jasper a répondu assez fort pour que Belle l'entende malgré le vent. Sinon, j'aurais gardé cette lettre comme un trophée de punition, la lisant encore et encore pour nourrir ma haine. Il a regardé l'enveloppe une dernière fois, puis il la déchira. Il déchira l'enveloppe en 2, puis en 4. Il la déchiqueta en morceaux de plus en plus petits, vraiment petits. Il leva les mains et les lâcha. Les morceaux blancs s'envolèrent dans le vent marin, tournoyant dans la lumière de l'après-midi comme un essaim de petits papillons, puis tombèrent sur l'eau, emportés doucement par les vagues, disparaissant dans le vaste océan. Le passé est révolu. Jasper se tourna vers Belle, le regard clair. « La haine ne fait que vous entraîner vers le fond. Je lui pardonne. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que je mérite la paix. » Belle sourit et se leva, marchant vers lui, ses pieds nus sur le sable humide, l'eau fraîche de la mer lui lavant les chevilles. « Tu as vraiment changé, Jasper. »« Grâce à toi, professeur, » dit-il en riant, d'un rire léger et chaleureux, avec un sourire que Belle savait que l'ancien Jasper Kensington, froid et distant, n'avait jamais laissé apparaître sur ses lèvres. Le soleil commença à descendre à l'horizon, transformant le ciel et la mer en un magnifique brasier rouge et orange. De minces nuages s'étiraient comme les coups de pinceau audacieux d'un peintre invisible. Une lumière dorée et rosée s'installait sur le sable, sur les vagues, sur les 4 personnes debout dans ce vaste monde ouvert. « Papa a faim !» cria Edmund devant eux, sa voix joyeuse et innocente comme celle d'un enfant, les 2 mains encore couvertes de sable, provenant du château qu'il venait de terminer de construire. « J'ai faim, moi aussi. Je veux du homard grillé. » Tommy intervint aussitôt, les yeux brillants, sautillant autour du fauteuil roulant d'Edmund, le même fauteuil roulant dont le garçon n'avait plus besoin. Ses petites jambes pleines de vie laissaient Prince sur le sable mouillé. « Très bien, messieurs. » Jasper éclata de rire, s'avança pour ébouriffer les cheveux de Tommy, puis donna une petite tape sur l'épaule de son père. « Ce soir, je vais moi-même faire griller du homard pour tout le monde. J'ai obtenu mon diplôme d'école de serveur, alors faites-moi confiance. » Tous les 4 éclatèrent de rire. Des rires clairs et joyeux s'élevèrent au-dessus de la plage au coucher du soleil, se mêlant au murmure régulier des vagues et à la douce brise marine qui soufflait dans les palmiers. Ils commencèrent à marcher le long du rivage pour retourner à l'hôtel. Le coucher de soleil allongeait leurs ombres sur le sable mouillé. Edmund et Tommy marchaient devant, le vieil homme avançant lentement sur le sable fin, pieds nus, pantalons retroussés, le garçon tournant autour de lui comme un satellite autour du soleil. 2 silhouettes, l'une grande et mince, l'autre petite, parfois proche, parfois plus éloignée, riant sans arrêt. Tommy ramassait des coquillages pour les montrer à Edmund. Le vieil homme les soulevait pour les examiner, puis les glissait dans sa poche comme s'il gardait un trésor.
Puis ils riaient à nouveau, couraient à nouveau, ramassaient d'autres coquillages. Jasper marchait à côté de Belle derrière eux, leurs pas s'enfonçant dans le sable mouillé, les vagues les emportant, puis un nouveau prince apparaissant à chaque pas. Sa main se balançait naturellement au rythme de ses pas et effleura accidentellement la main de Belle. Le dos de sa main contre le dos de la sienne, légèrement, mais ils le sentirent tous les deux. Cette fois, Jasper ne retira pas sa main. Lentement, il tourna sa main et glissa ses doigts cailleux entre ceux de Belle. Il prit sa petite main, rugueuse à cause du travail, calleuse à force de laver la vaisselle et de nettoyer les sols. Gercée par les produits chimiques de nettoyage, mais chaude, il la serra fermement. Comme quelqu'un qui s'était perdu dans l'obscurité pendant longtemps et qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Belle sursauta. Elle baissa les yeux vers leurs doigts entrelacés. Sa main était désormais marquée, cailleuse elle aussi, coupée par endroits, rugueuse, plus très différente de la sienne. Les mains d'un parrain de la mafia et celles d'une serveuse étaient désormais étrangement semblables, toutes deux portant les traces du travail, de la sueur, du changement. Belle ne retira pas sa main. Elle la serra en retour, ses doigts se resserrant autour des siens, chauds et assurés. Pas de déclaration fleurie, pas de promesse éternelle, pas de bague en diamant, ni de roses, ni de belles paroles vides de sens. Cette main tendue au coucher du soleil sur la plage disait tout. Deux personnes issues de mondes complètement différents avaient traversé une nuit de pluie battante, la plus profonde injustice, une arrogance aveugle, le chagrin et les larmes, l'effondrement et la reconstruction. Et maintenant, ils marchaient côte à côte sur le même sable, sous le même ciel, avançant dans la même direction. 4 ombres s'étirèrent sur le sable, sous le crépuscule rouge-orangé. 2 adultes marchaient lentement main dans la main. Un vieil homme et un enfant riaient et couraient devant eux. 4 ombres se fondaient en une seule silhouette indissociable sur le rivage doré. Une famille non pas par le sang, ni par la classe sociale, ni par le même monde, mais unie par la gentillesse, le pardon, le courage et un bol de porridge chaud préparé avec les derniers aliments de la maison, par une nuit pluvieuse, quand personne ne regardait. Une nouvelle vie avait véritablement commencé. L'histoire de Belle et Jasper s'achève ici, mais son écho continue. Car certaines histoires ne s'achèvent pas lorsque l'écran devient noir. Elles continuent à vivre dans notre façon de voir les autres, dans notre façon de traiter ceux qui nous entourent et dans notre façon d'aborder la vie chaque jour. Dans un monde où le pouvoir et l'argent peuvent presque tout acheter, la compassion est la chose la plus rare qui soit. Les gens sont prompts à croire quelqu'un qui a de l'argent, comme Camille. Ils sont prompts à se détourner de la vérité simplement parce qu'elle vient d'une pauvre serveuse comme Belle. Les gens sont prompts à juger quelqu'un d'après ses vêtements. Ils sont prompts à laisser un vieil homme sur le bord de la route simplement parce qu'il n'a plus aucune valeur à exploiter. Mais vous le voyez maintenant. Une décision d'arrêter une voiture sous la pluie. Un bol de porridge chaud préparé avec les derniers ingrédients disponibles dans la maison. Une main tendue au moment précis où elle était nécessaire peut suffire à sauver une vie et à changer le destin de nombreuses autres personnes. Belle ne savait pas que le vieil homme qu'elle avait sauvé était le père du parrain de la mafia, le plus redouté de Chicago. Elle savait seulement qu'elle avait devant elle un être humain qui avait froid, qui avait faim et qui était abandonné. Et c'est cette absence de calcul, cette gentillesse inconditionnelle qui n'attendait rien en retour, qui a fait de son petit geste quelque chose de grand. Jasper a appris la leçon tardivement, mais il en avait besoin plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de faire baisser la tête aux autres, mais dans le fait de savoir s'incliner devant la bonté. Que les mains colleuses des travailleurs valent plus que n'importe quel costume coûteux. Et que mener sa vie comme on gère un restaurant ne peut se faire avec la tête et l'argent seul. Il faut le faire avec les mains et le cœur. Et vous? Si un jour vous rencontrez un Edmond au bord de la vie, un Abel incompris, ou n'importe qui a besoin que vous vous arrêtiez au lieu de continuer, que choisirez-vous? Vous détournerez-vous en silence comme les voitures de luxe qui ont dépassé le vieil homme dans la nuit pluvieuse? Ou vous arrêterez-vous comme Belle l'a fait et choisirez-vous la gentillesse, même si cela ne vous apporte rien? Réfléchissez-y, car il est très probable que le petit choix que vous faites aujourd'hui soit celui qui changera votre vie demain. Nous aimerions vraiment savoir ce que cette histoire vous a inspiré. Quel moment de l'histoire de Belle et Jasper vous a le plus touché? Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire dans la vie réelle où vous avez dû choisir entre votre propre sécurité et la gentillesse envers un inconnu?
Partagez votre histoire et vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous lisons tous les commentaires et apprécions toujours chaque partage sincère venant du fond du cœur. Si cette histoire vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et partager cette vidéo avec vos proches, avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler que la gentillesse n'est jamais vaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications afin de ne pas manquer la prochaine histoire poignante où la justice peut arriver tardivement, mais où la gentillesse n'est jamais vaine. Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix et d'amour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.